Bon, les amis, c'est parti. Let's go. On est avec David Broman, les amis. On est sur YouTube aussi, donc les amis, il y a de l'image. Si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez voir. On est chez lui aujourd'hui. On est dans le nord-ouest de Paris, quartier très sympa. L'appartement est très très beau, David. Merci. Voilà. C'est vrai, ça te plaît Déco, ou c'est juste de la politesse? Vraiment déco avec goût. En fait, c'est un peu l'appart que j'aurais rêvé avoir quand j'étais en fin d'adolescence. C'est celui que j'aurais eu. Attends, t'es en train de dire que c'est un appart c'est ça que t'es en train de dire? Non. En fait, je suis en train de te dire. T'es en train de me mettre une gifle comme ça, Pas au tout début, première seconde. Pas du tout. C'est l'époque où l'art, ça faisait du sens dans la déco et que j'aurais pu, tu vois, me laisser aller. Mais maintenant, tu sais, j'ai des enfants. Enfin, j'ai un enfant et il est pas du tout bébé-proof ton appart. Ah bah si. D'accord. Genre quoi? Je vois le miroir qui est posé, je vois les, les sculptures sur la cheminée. Attends, c'est un garçon, c'est une fille, c'est quoi? C'est une petite fille. Une petite fille, elle a quel âge? Elle a 2 ans. Ouais, pour 2 ans, c'est un peu relou. Mais mis à part le miroir... Moi, je vois les sculptures sur la cheminée, tu vois. J'arrive à voir les accidents. Je suis fils d'assistante maternelle, tu vois, donc on a un peu les psychopathes c'est ça. là-dessus. Bon, t'as raison. Mais tu sais que t'as pas vu le meilleur truc de l'appart. C'est sur la droite, là, sur la terrasse, quand tu sors, il y a un jacuzzi. Très bien. Et ça, c'est vraiment sympa. Genre, quand tu vas partir, là, je vais me foutre à poil dans mon jacuzzi et je vais être content. Ok. Voilà. Et je vais revenir du coup. Je vais revenir pour boire un café dans le jacuzzi. On a une jolie vue aussi. On voit des trucs, des endroits sympas de Paris. Et on n'est pas venu parler de ton appart, David. On pourrait en parler longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, de l'art, des livres, des petites sculptures. Pas de télé. Mais je vois un rideau. Ouais. Donc un vidéoprojecteur quelque part. Donc, tu vois même le vidéoprojecteur. Exactement. Voilà. Ok. Qui me sert à regarder Top Chef et les matchs de foot. Ok, parfait. Et oui, donc du coup, moins film du coup là-dessus. En fait, t'as tout dit. Je suis un vrai ado. En fait, les films, je les regarde sur mon ordi. Et ma meuf, elle me charrie tout le temps. Elle me dit, mais tu peux pas être affalé sur le canapé en train de regarder un film sur l'ordi quand t'as un rétroprojecteur. Effectivement, ça, c'est un peu gâché, quoi. Ouais, mais je sais pas, je suis comme ça. Mais en tout cas, c'est un vrai kiff, les matchs de foot avec mes collaborateurs, quand on les met ici et sur la terrasse et tout, c'est vraiment très très cool. Bon, et je reviendrai également après le jacuzzi, du coup, pour... Franchement, t'es le bienvenu. Il y a l'Euro, là, en plus, qui commence. Je suis très chaud. Trop bien. On te connaît, David. Alors, pourquoi je t'ai invité ? Je t'ai invité parce que je suis tombé sur des vidéos de toi sur TikTok. Je crois que c'est sur TikTok ou sur LinkedIn que j'ai vu. Où tu étais posé sur un canapé et du coup je découvre que c'est ce canapé-là. Et tu parles d'immobilier, de bons plans, de techniques qu'on pourrait avoir dans l'immobilier. David, t'es qui David en fait ? Écoute, moi je suis un entrepreneur dans l'immobilier. Ok. Pas un marchand de biens, je fais pas d'immobilier pour moi, évidemment j'en fais, mais à titre genre patrimonial, quoi. C'est pas ça mon métier. Mon métier c'est de vendre de l'immobilier. Donc j'ai une boîte avec des agents immobiliers, des collaborateurs. C'est trop bien. On comprend pas du tout ce moment. Ouais, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est Gloria. Gloria, c'est ma... Putain, j'ai honte. C'est ma femme de maison, on dit comme ça? Oui, femme de ménage, employée de maison. C'est plus qu'une femme de ménage, frérot. C'est Mrs. Doubtfire. Ok. Me faire manger. C'est voilà. Ok, donc moi je travaille dans l'immobilier. On est une quarantaine aujourd'hui. Ouais. Donc suffisamment bien pour avoir Gloria. Suffisamment bien pour avoir Gloria. Ok. Et mon job principal c'est de vendre de l'immobilier neuf. Okay. Donc ça c'est le business model de ma boîte. Et moi 20 ou 30% de mon temps est dédié à investir dans des entreprises dans lesquelles je crois pour essayer de faire en sorte qu'elles fonctionnent. Donc j'ai un peu une double casquette, même si ma casquette principale de très loin c'est le management d'équipe commerciale, si on peut dire. Ok. Elle s'appelle comment cette entreprise ? Broman & Car. En fait, elle s'appelait BLG Immobilier depuis 15 ans. Ok. Et il y a 3 mois, je me suis séparé de mon associé. Ok. Et maintenant, ça s'appelle Broman & Car. Ok. Et le K, c'est quoi ? Le K, c'est mon associé, mon investisseur, si tu veux, ok. qui préfère qu'on l'appelle K.
Ok, on restera du coup. On peut parler de lui, mais on peut raconter qui c'est ce type. Ok. Mais il a pas envie que son nom soit affiché partout. Ok. Et à mon grand regret, parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu selon moi. Ok. Bah écoute, on lui proposera une interview. Franchement, il sera trop content. Je pars le voir le 13 juin à Monaco, si tu veux. Ok. Bah. C'est la semaine pro. Je viens. Ça je viens va à passer Monaco quand avec. Ça va passer quand d'ailleurs ça Écoute, si on est bon pour ce week-end, mais j'y crois pas trop. Du coup, ce week-end, je pense que. Alors, du coup, ce Ce week-end. week-end-là, là, demain, là Bah, Ouais, le week-end, t'es du coup, chaud. on est le premier dimanche du mois de juin. Je pense que ça sera une rediff, donc du coup, donne une des interviews. Mais du coup, je pense que toi, tu seras début juillet. Tu Ok. sortiras Est-ce que tu peux le l'interview. sortir le 4 juillet Parce que c'est mon anniversaire. Et bah, ça sortira le 4 juillet pour ton anniversaire. Bien wesh. Parfait. Bien wesh. En plus, on parfait. doit aller voter dimanche. Hein. On va voter. Hein. Et dimanche, on va voter. Tout le monde doit voter, mais je pense que du coup, ils écouteront ça. Ils sauront déjà que le Front National est ultra majoritaire au Toi, Parlement. t'es sur le Front National, toi encore. T'es plus sur Rassemblement National. Moi aussi, je suis comme Je toi. suis un ancien. Non, mais moi aussi, je suis comme toi. Ok. Moi aussi, je suis comme toi. Ils vont être ultra majoritaires, ouais. C'est quand même incroyable que le parti qui veut sortir de l'Europe est le premier parti qui nous représente en Europe. C'est génial. C'est fou, tu vois. Les C'est un mecs, concept. Ils font... C'est un concept. Non, mais tu vois, c'est ouf, quoi. C'est, C'est comme si un type te disait l'immobilier, c'est de la merde et c'est le plus grand propriétaire foncier, tu vois. C'est génial. On en reparlera, ça certainement, un peu de ce qui se fait politiquement dernièrement sur notre thématique de l'immobilier. Mais David, tu te Ça va présentais. être très rapide, hein, parce Ouais. que ça vraiment, ça, bah, là, je peux te dire qu'on en a parlé. Voilà, c'est tout Ok. ce qui s'est fait. Allez, Voilà. allez. Et mais en fait, j'aimerais bien te connaître un peu plus toi et sur tes origines. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, par exemple, ton parcours académique? Ouais. T'étais où déjà Alors moi, je suis né et j'ai grandi à Créteil, Ok. dans le 94. Franchement, c'était banlieue cool. Alors, il y avait des problèmes, mais c'était vraiment banlieue cool. Moi, je suis un vrai boomer France Black Blanc Beurre, quoi. Les Feuges, les Rebeux, les Renois, les Chinois, tous ensemble. On est invités aux communions de l'un, au bar mitzvah de l'autre. Genre, vraiment, c'était ça, mon truc. Moi, je me souviens de Cut Killer, quand il venait chez moi, il embrassait la mezouza parce qu'on lui avait dit ça porte bonheur sur le foyer. Donc, il le faisait, tu vois. Enfin, voilà. Je suis vraiment issu de ça. Mon parcours académique élève plutôt moyen, vraiment un peu pipé même, tu vois. Ok. Vraiment un peu pipé. En seconde, j'ai décidé d'arrêter les cours pour être DJ. Ok. Puis j'ai repris les cours parce que c'était pas C'est la quoi ton nom folie. de scène? C'est DJ Broms. DJ Ah, Broms. tu vois, moi je te parle pas au passé. Tu D'accord. vois, moi c'est toujours DJ. Moi j'étais genre. On est dans la part de DJ Broms. Ah, hein, pour moi. on est dans la part de DJ Broms. Voilà, si vous connaissez pas, c'est normal. C'est normal. Alors juste, on va faire une petite parenthèse. Tu mixais où du coup? Ah, franchement, j'ai mixé partout. J'ai mixé au bain-douche, j'ai mixé au duplex, j'ai mixé pendant longtemps au Niels, j'ai mixé au Gibus, j'ai mixé au Brésil tropical. C'était un truc effondré à Montparnasse. C'était en face du Red Light. C'est le exa- miroir du Red Light à droite. Exactement, Ok. exactement. Et j'ai mixé à la Nuit des Temps à Créteil et j'ai failli pour la soirée du 31 décembre. Ok. Et Quelle année? je sais pas. Et je me suis fait dépouiller à la fin. D'accord. Les mecs qui étaient dans la boîte m'attendaient à la sortie, ils m'ont volé tout mon matos. Voilà, c'est là que j'ai dit bon, c'est peut-être pas pour moi. Ok. Voilà. Et après, études d'éco-gestion, 2 ans. Ok. Études de droit, 2 ans. BTS IMO, 6 mois. À chaque fois, tu recommençais? Ok. Ouais, ça me plaisait. En fait, ça me plaisait vraiment pas, tu vois. Ça me plaisait vraiment pas. Moi, je voulais être homme d'affaires. Mais je savais pas quoi faire, tu vois, pour être homme d'affaires. Vraiment, je savais pas trop quoi faire. Maintenant, je peux te dire ce que j'aurais dû faire pour être homme d'affaires. Ok. Mais voilà, donc parcours académique un peu pipé. Et j'ai eu la chance d'être consultant. Ensuite, j'ai été pris dans une boîte de conseil. Et j'ai appris le métier du conseil pendant Conseil, 8-9 ans. quoi, stratégie? Ouais, stratégie. Ok. Franchement, c'est inespéré, hein. C'était pas. C'est voilà, fou d'ailleurs, c'était oui. pas- Oh, C'est possible. C'est impossible. D'accord. C'est tout bonnement impossible. Il y a un mec qui a cru en moi, quoi, entre guillemets, tu vois. Ok. Alors, c'était pas non plus un truc incroyable, hein, tu vois, mais j'ai appris le conseil en stratégie. Dans un Big Four ou un petit. Pas du tout. D'accord, ok. Non, non, mais pas du tout. Genre Ok. dans un truc, un mec qui monte sa boîte, quoi, tu vois. Ok, Enfin, ok. Voilà. Mais ça m'a permis de voir pas mal de choses et surtout, ça m'a permis de comprendre que tout est accessible. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi j'ai compris ça dans ce métier-là. J'ai compris que rien ne m'était interdit. Je voyais des clients qui avaient pas mal d'oseille, des gros patrons, des patrons de PME, etc.
Et j'ai vu que j'étais en mesure de leur parler complètement. Tu vois, que j'avais pas besoin d'avoir fait bac plus 15 pour leur parler. Ensuite, quand j'ai arrêté ce métier, j'avais envie de travailler à mon compte. Et il fallait que je trouve un métier dans lequel je gagne ma vie. Moi, j'ai vu beaucoup de revers de fortune dans ma famille. Des gens qui étaient très riches, qui sont devenus très pauvres, etc. Et ça m'a angoissé au plus haut point. Donc, je cherchais un métier qui n'allait pas passer de mode. Genre pas... Ça va un peu vite, hein, David. Ouais. Tu fais du conseil, mais du coup, pourquoi tu t'arrêtes? Ah parce que ça y est, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Mais ça marche? J'étais salarié, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, ça marche. Oui, mais ça te plaisait? Tu faisais des beaux tickets? T'arrivais à biler un peu des clients sur d'autres trucs? Alors, d'abord, c'est vraiment le type de boîte que j'ai. Enfin, le type de boîte que je conseillais. Je vais t'expliquer. Par exemple, c'est, je pensais à une boîte de photocopieurs, tu vois, qui vend des photocopieurs. Qu'on connaît. Ils vendaient des Canon et des trucs ah oui, comme c'est un distributeur. Okay. Voilà, un distributeur, pardon, excuse-moi, un distributeur. Et par exemple, ils avaient besoin d'aide pour que leur service technique qui va chez les clients et qui fait 3 heures d'embouteillage tous les jours pour réparer une panne à 2 balles, ils avaient besoin d'expliquer en tuto les pannes les plus faciles pour économiser ce truc-là du service technique. Donc c'est pas des missions c'est pas des missions incroyables, mais moi ça me plaisait grave parce qu'en fait j'avais vraiment l'impression de changer de métier tous les jours. Tu vois, je sais même pas si on peut appeler ça un consultant ou si on peut pas appeler ça un super employé indépendant qui en fonction des missions fait un truc, tu vois. C'est le principe du consultant en fait, c'est ce qu'on demande à un consultant. T'as raison, sauf qu'aujourd'hui les consultants en stratégie c'est plus trop ça, tu vois. Donc bon, en tout cas c'était ça mon métier, ça m'a plu. Sauf qu'à un moment, fallait porter ses couilles, quoi. J'avais envie de faire un truc à moi, quoi. Voilà. Parce que quand tu donnes des conseils... Tu te souviens de quelle année on était? Juste que les gens aient un peu de contexte sur l'environnement. C'est simple, j'ai commencé le limo il y a 15 ans, donc c'était il y a 20 ans. Maintenant, il y a 15 ans... Attends, j'ai quel âge là? J'ai 40 ans, j'ai 25 ans. Ouais, c'est ça. De 20 à 26 ans. Quelque chose comme ça. Et je suis grave content de l'avoir fait, et surtout qu'on m'ait fait confiance parce que je représentais rien en fait. Enfin, tu vois, vraiment, je représentais rien. Et voilà. Et donc ensuite, il y a eu des revers de fortune dans ma famille. Et donc quand il fallait que je cherche un job, je voulais pas trouver un job où il y ait des effets de mode, tu vois. Donc j'ai choisi l'immobilier, mais moi, je m'en fous de l'immobilier. Je m'en fous toujours d'ailleurs. Je suis pas du tout passionné, tu vois. On parlait d'un copain qui est un concurrent, on parlait de Vincent. Vincent, il est passionné par ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, quoi. Vincent Bellassène, qu'on peut retrouver dans notre épisode précédemment. Vincent, il lit des... Salut Vincent, n'oublie pas que c'est moi le meilleur. Vincent, il doit probablement lire des livres ou des magazines sur l'IMO, sur les crédits. Il est passionné, tu vois. Moi, je suis pas passionné par ça. Moi, je suis passionné par aider les gens à accéder à la propriété. C'est ça mon leitmotiv, quoi. Et faire de l'argent. Bien sûr. Mais quoi, qu'est-ce qui te motive le plus? Parce que Vincent, il pourrait nous dire aussi, moi, ce qui me motive, c'est aider les gens à accéder à leur résidence principale. Je crois pas que ça soit ça qui le motive. Ça fait de lui... Enfin, je t'ai dit, hein, on en a parlé en off, je le trouve extraordinaire. Donc, c'est pas une critique que de dire ça. Mais non, je pense pas que ça soit ce qui le motive. Je pense que ce qui motive Vincent, par exemple, c'est d'avoir une belle boîte, ça, c'est le challenge, il a envie d'être premier dans son domaine, etc. Je suis pas sûr qu'il... C'est lui le premier? Non. Non, et c'est pas moi non plus. Enfin, c'est pas... mais moi, je l'ai été. Avec BLG, avec l'ancienne voix, mais voilà. C'est ni lui ni moi, mais je peux te garantir que... C'est pour bientôt? Ouais. Non, mais de manière... Enfin, voilà, c'est sûr, quoi. Bon, voilà, je sais plus de quoi en parler, hein, mais... Donc, tu te lances? Tu te lances à ton compte? Alors, je rejoins mon beau-frère qui fait ça, qui est seul et qui m'apprend ce métier. Il fait quoi, lui, du coup? Il fait du conseil en investissement immobilier. Ce qui est caractérisé à 98% au moment où je le rejoins par de la défisque. Du cellier, Robien, Borloo, des trucs comme ça. Donc il m'apprend ce métier-là. Et moi j'apprends le métier de conseiller en investissement immobilier. Je connais rien. Et comme je connais rien, je décide de prendre des stagiaires de l'ESG. À l'époque ça s'appelait l'ESG, l'école de commerce. Je crois que ça existe toujours. Oui, mais ça s'appelle PSB maintenant. Mais, certainement. Donc voilà. Je prends des stagiaires pour à la fois, parce qu'on a besoin de stagiaires gratos, et à la fois on se dit, bon, ils vont un peu plus structurer, tu vois, ils vont nous apprendre des trucs. Et là, je m'aperçois qu'ils sont un peu pipés, ces stagiaires, donc j'appelle l'école pour me plaindre.
Et ils me disent, vous avez qu'à être prof. Je dis, ouais, vas-y. Et donc, je suis prof à l'ESG pendant 6 ans, ce qui m'a permis de prendre les cours des élèves, de les apprendre, d'apprendre les cours et de recruter les meilleurs. Les meilleurs élèves sont devenus nos premiers collaborateurs. Et là, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un type qui s'appelle Maxime Chevalier, qui était un élève à moi, qu'on a pris, qui est courtier. Courtier, genre dans une ville, je sais pas, genre à Chartres, tu vois, un truc comme ça. Genre top courtier de Chartres, tu vois. Et qui m'a invité à un event, et ça m'a fait trop plaisir de voir à quel point il avait réussi et tout. Maintenant, c'était trop cool. Incroyable. Alors attends, il y a beaucoup de choses là. Du coup, t'es parti enseigner à l'ESG. Ouais. Alors attends, c'était pas mon full time. Hein. Quand je te dis enseigner, oui, tu sais, un petit 30 heures par semestre. Exact. Je crois que c'était. Ouais, peut-être par trimestre, je sais plus. Mais à l'ESG, au 5e année, finance de marché, finance d'entreprise. Et donc, je suis sûr qu'il y en a qui t'écoutent là. Et il y en a encore qui m'écrivent et tout, parfois sur LinkedIn. Trop bien. C'était trop sympa. Finance de marché et finance de marché. Ils étaient en finance de marché, finance d'entreprise. Et toi, c'était quoi ton cours ? Et moi, c'était IMO. C'était gestion de patrimoine IMO. Non, eux, c'était leur truc, quoi, tu vois. Et moi, voilà. Mais donc, la blague, c'est comment l'ESG... Comment l'ESG me fait être prof, quoi. C'est-à-dire, l'ESG, ils ont dit David Broman, conseiller en gestion de patrimoine. Bon, bah, forcément, il connaît. Et j'étais une sorte de prof de TD. Hein. C'était pas un truc non plus de ouf, tu vois. Mais moi, ça me servait grave. Et puis, dans mon CV, ça me servait grave. Parce qu'en fait, je mentais pas, mais mes premiers clients, ils voyaient David Broman, conseiller en gestion de patrimoine, professeur à l'ESG en gestion de patrimoine. Frérot, je suis sûr que ça m'a aidé à faire mes premiers deals, tu vois. Oui, parce qu'il y a un argument d'autorité, genre s'il est prof, forcément il apprend aux gens, tu vois. Non mais c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et surtout ton histoire de je repérais du coup les meilleurs éléments. Alors là, ça fait genre le mec intelligent. C'était pas ma stratégie à la base. Ma stratégie à la base, je me suis dit je vais prendre un peu d'oseille parce que c'est payer les cours et je vais prendre les cours. C'était que ça ma stratégie. Après, j'ai commencé à prendre les cours. Je savais de quoi je parlais. Je prenais un peu d'oseille. J'ai fait l'opportuniste. Je me suis dit bah attends. Autant recruter. Bien sûr. Voilà. Mais c'était pas la stratégie à la base. Et du coup, tu les prenais en stage de fin d'études ? Tu repérais un peu ceux qui étaient au-dessus de 18 et tu... Alors, il n'y avait pas trop de stages de fin d'études. Il y avait des stages pendant les études. Mais il n'y avait pas de stage de fin d'études. Mais à la fin, je prenais les mecs qui avaient envie de travailler avec moi, quoi. Et puis bon, il y en avait pas. En fait, l'ESG, c'était une middle école, tu vois. Donc ils voulaient tous être à l'époque broker en action, tu vois, mais c'était pas assez une bonne école pour être broker. Donc en fin de compte, ils essayaient 6 mois d'être broker et ensuite ils venaient chez moi. J'en ai pas recruté une tonne. Hein. Si on en a pris 5-6, c'est le bout du monde, tu vois. Et au moment où tu montes ta boîte, du coup, est-ce que tu bootstrap ? Est-ce que tu commences de zéro et tu investis ce que tu gagnes ? Ou est-ce que tu avais déjà un investisseur Non, alors je commence complètement de zéro. Bon, après, on n'avait pas beaucoup de frais. Et en plus, je suis très con parce que mon métier rêvé à ce moment-là, moi, j'ai un vrai problème. À ce moment-là, j'ai un vrai problème d'ego. Parce que j'ai beau être conseiller, soi-disant, en gestion de patrimoine, je vends des biens immobiliers. Et je suis donc agent immobilier. Et moi, ça me plaisait pas d'être agent immobilier. Moi, mon job, c'est que je voulais être homme d'affaires. C'est con, mais c'était ça qui m'attirait. Et donc, mes premières commissions, je les ai pratiquement, mais genre, vraiment, je dirais à 70-80% réinvestis, pas dans l'immobilier, dans des entreprises, en tant que business angel. Ce qui est complètement stupide parce que ça doit représenter très peu de ton patrimoine. Normalement, tu vois, les investissements dans les entreprises qui sont des investissements archi risqués. Et moi, c'était tout le contraire. J'ai peut-être investi 70-80% du pognon que je gagnais de mes coms. Mais ça représentait quoi comme ticket, du coup ? Pour que les gens se rendent compte. Les gens veulent savoir, déjà. Les gens veulent savoir. Sur mes premiers tickets, c'était des trucs à 20-30 000 euros. C'est déjà pas dégueulasse pour des... c'était pas dégueulasse du tout. Hein. Moi, je me souviens que ma première année d'exercice, j'ai fait 150-160 000 euros. C'était trop bien. J'étais trop fier. C'était trop bien. Que, tu vois, c'est extraordinaire, 160 000 pour une première année en tant que... mais de où ? Alors attention, je suis bien tombé. J'ai été tombé à l'année du cellier. Tu sais, genre les mecs, les défisques. Non, mais en gros, c'était un investissement immobilier qui, grosso modo, tu mettais pas d'apport, c'était autofinancé et ça te permettait de défiscaliser des impôts. Voilà, c'était une sorte de niche, quoi, fiscale, qui était trop bien. Et c'était l'orgie à l'époque où t'as commencé ? Et j'étais quoi ? Et c'était l'orgie à l'époque où t'as commencé ? Ouais. Enfin, moi, j'ai commencé même sur le tard, tu vois. Les mecs, ils s'étaient gavés pendant quelques années et moi, j'ai commencé sur le tard. Après, j'avais du bagou. Enfin, tu vois, genre, j'avais bien compris le principe de combien ça coûte le crédit, combien ça coûte le loyer, le différentiel de ta poche, tu vois. J'avais bien compris ce truc-là.
Et donc, ouais, ça a marché. Et la création de valeur, du coup, le lead, tu le chopais où? Alors, à l'époque, c'était que le réseau. Ok. Donc, mec, des textos, les cousins, les tontons, les copains, les mecs qui commencent à travailler. J'avais racheté une base d'emailing. Ah, ça, c'est sympa, tiens, pour les gens qui nous écoutent. J'aimerais bien te retrouver. Tu sais quoi, si jamais t'y penses, avant la diffusion du podcast, je t'enverrai ces emails dont je te parle maintenant. Ok. Parce que je sais que je les ai gardés. Ok. J'avais acheté une base d'emailing, donc tu vois, il y en a plein des bases d'emailing à acheter. J'avais acheté un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un truc pour faire des mails groupés, toute patate, tu vois. Et en fait, il fallait que je me démarque. Mais moi, je savais que écrire bonjour, je suis conseiller en investissement, ça allait pas marcher, quoi, tu vois. Et donc, le moyen de me démarquer, c'est que j'écrivais des histoires, vraiment des nouvelles, quoi. J'écrivais des nouvelles, un peu drôles, un peu sympas, et dans les nouvelles, je mettais les infos du bien que je vendais. J'aimerais trop te retrouver. Tu veux que... on les mettra maintenant là. Non, okay. on les retrouvera après. En fait, c'est pas des nouvelles, hein, les gars. Si vous m'écoutez, bon, il va mettre les exemples, mais c'était des. Il y avait une accroche, il y avait un vrai hook. Ok. Et mec, t'étais obligé de lire. De toute façon, je vais te les envoyer. En tout cas, c'était pas du tout un truc auquel tu pouvais t'attendre. Et j'ai vraiment chopé. J'embrasse la famille, par exemple, Ambrosi. La famille Ambrosi, c'était probablement mes premiers clients grâce à ces mails, mais j'ai fait toute leur famille, quoi. J'ai fait peut-être 13 ou 14 invests dans l'année. C'est beaucoup de vendre 13 ou 14 biens dans l'année à toute une famille. Le père, l'oncle, le copain, le truc, le machin. Et franchement, c'était grâce à ces mails. Mon plus gros client actuel, que j'embrasse, qui s'appelle Pierre Bancet, mon plus gros client actuel, il est venu chez moi que parce qu'il kiffait mes mails, quoi. Non, mais vraiment, que pour ça, quoi. Alors, sans retrouver le mail et sans t'emmerder avec ça, mais genre... ça m'emmerde pas, moi je suis très chaud. Mon ordi, il est à côté. Enfin, je te montre, tu vois, c'est... Vraiment, essaye de penser à me le dire pour quand tu sors le podcast, parce que juste, c'est Rama, et puis en plus, j'en suis un peu fier, parce que c'est vraiment le prémisse de toute ma communication sur LinkedIn et Insta que j'ai fait 15 ans après. C'est ce que j'ai fait. En fait, je m'aperçois que, mec, ce que je fais, là, je l'ai fait il y a 15 ans, à l'écrit, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, le mail, ok, donc t'écrivais une histoire, donc les gens recevaient un mail d'un mec qui ne connaissait pas, de .com, frère. C'est ça l'adresse. Je suis con, putain. Parce que je suis bête, putain. On bipera l'adresse, parce que du coup j'ai deviné l'adresse, donc celle qui sera bipée, que vous entendrez biper, c'est que j'aurais dit la... Oui, voilà, exactement ça, c'est bien ça. À gmail.com, vous trouverez le pattern. Donc tu reçois un mail de cette adresse-là avec une histoire. Salut, je m'appelle. Non, une histoire, frérot. Donc elle commence par. Il était une fois. Par exemple, là je pense à un truc que j'ai fait. Par exemple, c'était. Je m'en souviens pas hyper bien, mais je te explique le truc. Genre, elle sort de chez elle, elle est fatiguée, elle rentre dans l'ascenseur et là elle voit son voisin, blême, blanc. Elle comprend pas ce qui se passe. Il voit que sa main tremble et en fait il voit que dans la main. Elle a une lettre des impôts. Enfin, le mec a une lettre des impôts. Il ouvre et voici encore les impôts qu'il aura à payer. Genre un truc comme ça. Okay. Et là, elle lui parle de Broman. Et elle lui dit que elle a 0 € d'impôts. Et truc. Et machin. Okay. Et voilà. Et vraiment, ça a fonctionné. Et je suis trop curieux de je sais pas comment tu vas faire sur YouTube pour les montrer, mais... En fait, on va mettre un lien vers, je sais pas, je mettrai les lettres, du coup, sur un post quelque part. Alors, attention, les gars, c'est pas un truc... je suis fier de l'originalité. Je suis fier de la créativité. Franchement, parfois, je me souviens que ça m'est arrivé de les relire. C'était pas non plus la folie, tu vois. Ok. T'envoies des mails, donc réseau, networking. Attends, je mets en note que je dois faire un post là-dessus parce non, t'inquiète, je te le demanderai, je l'oublierai pas moi. Non, pas du tout. Que moi je fasse un post sur ça pour mon LinkedIn. Non, pas pour toi. Attends. Bon, les gars, je vais meubler en attendant, parce que moi je fais pas de montage, du coup je coupe pas. Ah, tu fais pas de montage? Non, j'ai pas envie. C'est un moment, c'est un petit moment Nutella. Vas-y, note, c'est bien. Non, t'as raison. Et puis du coup, c'est une best practice du coup pour tous ceux qui nous rien à foutre, quoi. Il faut noter tout de suite quand t'as une idée, il faut la noter. La base. C'est la base. Okay. C'est la base. Ok. On a le droit de fumer ou pas? Non, oui, bien sûr, t'as le droit de fumer. Non, mais je sens que ça te dérange là. Absolument pas du tout. Pour de vrai? Non, pour de vrai, tu peux fumer. Ok, trop bien. Tu peux fumer. Ça a été mon
dans mon accroche quand j'ai envoyé un message à tes équipes sur LinkedIn, puisque si vous envoyez un message à David, sachez que c'est pas David qui lit ces messages sur LinkedIn. Mais oui, mais c'est David qui répond après. C'est David qui répond après. Ouais, attends, ça va. Mais il y a une équipe de communication, c'est Gloria qui me répond. dit et qui m'a dit à mon mail, ah putain, il était génial ton message. Si c'était David qui l'avait lu, il aurait dit oui direct, mais on lui transmet et t'es revenu tout de suite après. En fait, il me dit, en fait, je suis tellement guélard dans tous les trucs, tu vois, que la boîte de com me dit. Les podcasts, tu sais, il y en a plein, tu vois, il y en a plein qui font des podcasts, etc. Franchement, moi, j'aimerais tous les faire. C'est juste qu'à un moment, il y a un problème de sincérité, parce que tu vois, il y a genre un mois ou deux, j'en ai fait, je sais pas, 4 ou 5 dans le mois, et j'ai l'impression de faire de la promo. Tu sais, j'ai l'impression de répéter, parce que c'est normal, ils ont les mêmes questions. Okay. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est grave normal, tu vois. Okay. Mais moi, j'ai l'impression de répéter. Ça va là pour l'instant, t'es pas. Non, mais là, ça fait longtemps, ça fait 1 mois et demi, donc je suis trop content, va. tu vois. Mais c'est vrai que en faire trop. Évidemment, tout le monde a les mêmes questions, c'est grave normal. Mais moi, du coup, toi, dans ton truc, t'es beaucoup moins sincère, et donc, voilà, c'est pas bien. Donc, je suis trop content, là, d'en refaire un. Ok. Tu montes ta boîte, du coup, réseau, mailing, ça augmente tout doucement. Repeat. J'ai beaucoup de gens qui réinvestissent, donc c'est très, très cool. Ok. Très cool. Et ça, tu le cultives, ça ? Le repeat business ? Est-ce que tu le rappelles aux gens ou les gens viennent un peu de Non, je le rappelle grave. Après, c'est vraiment, tu sais, c'était vraiment pas professionnel. Ça veut dire que le repeat, c'est quand je me fais chier, j'ai pas de prospect, je vais sur les SMS, tu vois, je crois qu'il y avait même pas WhatsApp qu'à l'époque, et je reprends mes contacts et je dis salut, comment tu vas et tout, machin, quand est-ce qu'on va boire un café, tu vois. Okay. Donc c'est fait, c'est pas fait de manière structurée. J'ai pas un CRM avec Pink, il faut que tu rappelles machin, voilà, tu vois. Et je t'ai dit, ensuite, vraiment 70-80% de l'oseille que je gagne, je l'investis dans des boîtes à ce moment-là. Ok. T'as fait des jolis coups à ce moment-là, en parallèle ? Des coups de quoi, dans private equity ? Ouais, on investe, ou une boîte qui a marché. T'as mis 20 000 balles, en fait, le mec, c'était le créateur de Lydia. Maintenant, t'es milliardaire. Non, mais j'ai une belle histoire comme ça. J'ai investi dans un truc qui s'appelait Deal de ouf, qui était... franchement, c'était extraordinaire. C'était mon plus gros ticket, d'ailleurs. On avait mis 100 000 à 3, donc l'équivalent de un peu plus de 30 000 pour moi. Et genre, en 1 mois... Ça a cartonné, ça a tout pété. En 3 mois, couverture de challenge, les startups françaises, Future Licorne, où il faut investir, etc. Deal de ouf. Deal de ouf, okay. Dealdeouf.com. Et c'était un groupon ? Un peu mieux. C'était de l'enchère au centime. Ok. Et en même temps un site de e-commerce. Donc je t'explique. Tu buy-in 100 balles, par exemple. Tu mets 100 balles sur le compte. Okay. Admettons que le truc, c'était les iPhones à l'époque. C'était les premiers iPhones. Donc tu cash in sur le compte genre 600 balles. Ok. Tu peux jouer et remporter l'iPhone à 10 balles parce que c'est une enchère au centime. Okay. Mais si jamais tu la perds, l'enchère, tu peux utiliser tes jetons, ce que tu as dépensé, pour acheter l'iPhone en e-commerce traditionnel. Donc c'était en gros un site de e-commerce traditionnel avec la possibilité d'avoir quand même ton truc pour rien du tout. Donc en gros, au lieu de tout acheter, ce que tu achetais sur e-commerce, c'était les aspirateurs Dyson, tous les trucs comme ça. Au lieu de l'acheter sur la Fnac, bah, tu allais sur Deal de ouf puisque tu avais une potentialité de l'avoir pour rien. Donc c'était très très cool. Et ça, mais je peux pas dire à quel point ça a cartonné à base de 1 million de visiteurs uniques par mois. Enfin, truc de ma boule. Et t'en as sorti combien ? Ah non, mais plein, ça fait une tonne de chiffres. Sauf qu'un matin, la DCCRF est venue et ils ont dit c'est un jeu de hasard, ils ont fermé. Ok. Et là, mec... Et t'avais buy-out, toi, ou pas du tout ? Non, mais pas du tout. D'accord, ok. Non, c'était au bout de 6-8 mois. Mais mec, quand tu sors de chez toi, que t'es jeune, que c'est quasiment ton premier investissement dans une boîte et que tu vois la couve de challenge, le logo de ta boîte, enfin, c'est pas ma boîte, mais le logo de la boîte dans laquelle t'as investi, je me prenais pour Bernard Tapie, frérot. Je comprends totalement. Ok, et BLG, ça arrive quand ? Ça, c'est BLG. Hein, c'était directement BLG. Okay. Ouais, c'était BLG, sauf qu'on était 2. Le fondateur, c'était mon beau-frère que j'ai rejoint. Mais quand je dis fondateur, tu sais, ça fait très LinkedIn, quoi, de dire on fondateur. Peut citer lui, du coup ?
Ouais, de ouf. Il s'appelle Michael Sonego. Ok. Donc quand je dis fondateur, il faut vraiment comprendre que notre objectif à ce moment-là, c'était de donner, d'avoir à bouffer pour nos familles et nos enfants. C'était pas du tout de faire une grosse boîte. On était des agents immobiliers indépendants spécialisés dans le conseil en investissement. Enfin, tu vois, c'était pas du tout on n'avait aucune vision, aucune stratégie. On se posait pas pour dire où est-ce qu'on se voit dans 3 ans. Enfin, vraiment pas du tout. Sauf que en 2008, je sais pas si attends, c'était en 2008 ou pas, ou 2010, 2012, quand Hollande il est passé président, il a fait un trip sur la finance c'est mon ennemi, etc. Et puis il a mis Cécile Duflot au ministère du Logement. Et quand il a mis Cécile Duflot au ministère du Logement, tous les investisseurs, même si la loi n'avait pas encore changé, ils se sont dit, ok, cette nana-là, elle va me ken un moment, tu vois. Donc en fait, il y a eu un gros coup d'arrêt du business. Vraiment. Quand je te dis coup d'arrêt, c'est... on me répondait plus, quoi. Les mecs disaient non mais attends, c'est bon, Hollande vient de passer, Cécile Duflot, je me demande même si je vais rester en France. Enfin, tu vois, c'était un peu... Les bots arrivent, on entend les bots. Ouais, c'est ça. Ils étaient complètement flippés. Et là, on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'on va foutre, quoi, tu vois. Et nous, on vendait des investissements en défiscalisation. Les investissements en défiscalisation, c'est dans le neuf. C'est les promoteurs. Donc nous, on vendait les studios et les 2 pièces des promoteurs. Et là, Mika, qui a une idée extraordinaire, donc tout ça, c'est grâce à lui, il est à la base de ce truc-là. Il a dit, mais attends, nous, on a le mandat pour vendre des studios et des 2 pièces, mais on a aussi le mandat pour vendre des 3, 4 et 5 pièces. C'est juste que ça n'intéresse pas nos investisseurs. Viens, on les fout sur ce logis, on voit ce qui se passe. Et en fait, on a inventé un métier qui n'existait pas. C'est commercialisateur d'immobilier neuf. À l'époque, avant nous, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs dans les petites bulles de vente, là. Et c'est tout, c'était que comme ça que t'achetais un promoteur. Ok. Et nous, on a inventé ce métier-là. Et là, on a commencé à se développer parce qu'on gagnait bien notre vie. Donc, on avait des copains un peu jaloux de voir nos nouvelles voitures, quoi, grosso modo, donc qui venaient nous rejoindre. Et petit à petit, et en 2 ans, on était une dizaine, puis une vingtaine, puis une trentaine, jusqu'à il y a 3 mois, quand j'ai quitté BLG, 3-4 mois, on était 80. 80 sur toute la France. Avant de la défisc et de la RP, du coup. Alors à la fin, on faisait plus que de la RP. Et moi, aujourd'hui, Broman & K, c'est quasiment que de la RP. Ok. Et pourquoi le virage ? Bah parce que Duflot... Ah, depuis Duflot, ça n'a toujours pas redécollé depuis ? Si, c'est juste que nous, on a décollé dans la RP. Donc on a mis tous les moyens sur le truc. Alors, Mika et moi, on faisait toujours des conseils en investissement. Moi, mes clients que j'ai aujourd'hui, c'est que pour du conseil en investissement. Mais le modèle de la boîte, c'est de la vente de RP dans le neuf. Ok. Et alors, du coup, j'imagine que ça avait un peu évolué. C'est quoi, du coup, l'acquisition de leads ? Comment vous bossez ? Aujourd'hui ? Ouais. Ah, là, tu m'emmerdes parce que là, j'ai pas trop le droit de le dire. Pas trop le droit. Ah non. Alors, si tu veux pas. Non, mais j'explique pourquoi j'ai pas trop le droit. C'est parce qu'en fait, on est dans un truc très concurrencé. Ok. Dans un business très concurrencé. Et c'est un peu la recette. C'est un peu la recette magique. Okay, donc, en revanche, je peux te dire qu'on chope les leads par les plateformes traditionnelles, Se Loger, Le Bon Coin, Le Figaro. Mais nous, par exemple, on a aujourd'hui. Je dis donc, nous. t'achètes les leads ? Non. Aujourd'hui, tous les mecs qui font mon métier et qui le font bien, ils ont grosso modo l'ensemble des promoteurs dans leur portefeuille. Donc, on a aujourd'hui, moi, au moment où je te parle, je dois avoir 40 000 biens à vendre. J'ai 40 000 biens que j'ai le droit de vendre, que je peux vendre. Okay. Évidemment, je les vends pas, sinon ça serait l'Amérique, tu vois. Mais j'ai 40 000 biens à vendre. Ok. Tu chéris mon expression là ? Non, pas du tout. Non, mais parce que déjà, parce qu'il y a Joe Biden qui est à côté là déjà. Oui. Tu sais qu'il est à Paris en ce moment. Oui, je sais qu'il est à Paris, que toutes les rues sont coupées, c'est le bordel, et que voilà. Mais ton appart, c'est déjà l'Amérique, hein, ça je te le dis. Je te le dis vraiment. Je vois pas c'est quoi le level au-dessus. Jacuzzi avec vue. D'abord, c'est un jacuzzi d'Amazon, frérot. C'est pas un truc genre, tu sais. Mais ok. En tout cas, ça sera encore plus l'Amérique. Ok. Ça sera encore plus l'Amérique. Il est rempli ou il est vide là ? Ah, je sais pas. Faut demander à Gloria. Mais on fera du coup la photo du coup de présentation du truc. Ok, avec plaisir. Et je sais plus de quoi on parlait, tout simplement. Tu essaies d'éviter la question de l'acquisition de leads. Ah oui, non, c'est pas tant que je veux l'éviter. C'est-à-dire, je te disais, on a 40 000 biens à vendre. Ok. Et donc, toute la difficulté de notre métier, c'est savoir quel bien dans ces 40 000 va se vendre maintenant. Ok. Et sur ça, je peux pas te donner ma recette. Alors, non, mais en revanche, mes gars postent des annonces sur Se Loger
comme des agents immobiliers traditionnels. Ok. Ok, sur Se Loger, Figaro, Le Bon Coin, Bien Ici, la totale. Ok. Et ils reçoivent des leads entrants. Donc, tu es en B2C. Ah, complètement. Ok, tu n'es pas en B2B2C. C'est-à-dire que tu ne passes pas par des apporteurs d'affaires. Non, pas du tout. B2C. Ok. Vincent, C'est pour ça que je. c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on est concurrents, Ok. mais on a. On Vous n'avez pas la même sauce magique. Exactement, Ok. exactement. Et sa sauce à lui est très bonne aussi. Et il marge un peu moins, mais il a plus de sécurité. Ok. Pourquoi tu te marres? Mais non, parce que du coup, on parlait de sauce, du coup, j'avais envie de dire sauce algérienne, sauce tunisienne. Tu sais quoi ta sauce préférée à toi? Mais mes frères, moi je suis au régime toute ma vie. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de sauce algérienne. Mais y a si pas de un sauce jour tu avais tunisienne. un free pass et que tu devais du coup Tu sais ce que c'est? Ça serait de la sauce au pesto, c'est ma passion, frère. Le pesto sur la mozzarella, c'est ça ma Ok, passion. mais alors il faut que tu choisisses une sauce de grec qui est disponible chez monsieur Goran dans le 17ème qui tient un kebab. Si tu devais Franchement, c'est la sauce algérienne. Ok, très bien. En vrai, c'est la meilleure. Ouais, bah, Toi, ça en tout t'embête cas, ou c'est la pas plus sucrée. La plus sucrée avec Toi, un peu c'est quoi, toi? Moi, c'est harissa. Je suis tunisien. Que harissa Enfin, alors, harissa plus mayo, Ah, d'accord. biggie, ou enfin, je la mixe avec autre chose, mais T'es tunisien d'où? du sud, en face de Djerba, de Gabès. Ok, trop bien. Ouais. Ok. Et toi? T'es Moi- tunisien d'où? Je suis pas tunisien, moi. Ok. Non, mon père, il est polonais Ok. et ma mère, elle est algérienne. Ok. Mais on n'a pas le droit de dire algérienne, elle veut absolument qu'on dise algéroise. Parce qu'il paraît qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on disait. Bah, parce qu'en fait, algérois, c'est les habitants de la capitale, Ouais, d'Alger. mais c'est ça, pour elle était Ah oui, habitante d'Alger, c'est la ok. classe, genre. Ok. C'est Ah pas, oui, d'accord, ok, très bien. Très bien. C'est pas une Kabyle, genre, pour elle, c'était la. Ah, donc t'as vraiment la triple culture, du coup. Ah, de ouf. Ok. Ah, de ouf, de ouf. On va en reparler. On se le retient, on se le laisse de côté. Pas de On problème. est dans l'évolution de BLG. Yes. Tu fais au prime de BLG. Tu peux parler de chiffres ou De ouf, grave, avec plaisir. Au prime de BLG, on est 8 millions de chiffre d'affaires. Ok. Et tu marges à combien? Bah, 60%. hein. Ok. En marge brute, Ok. 60%. Marge nette, je dirais 45%. Donc on gagnait très très bien. On Donc a gagné très, plus ou très bien notre vie. moins 1-2 millions chacun des associés. Alors, Mika, oui. Oui. Moi, non. Moi, je continue à investir dans des entreprises. Oui, mais l'argent tu le prenais Ah. quand même. Ah oui, je le prenais. Enfin, non, parce que j'investissais via ma boîte, mais peu importe. Alors, grosso modo, moi, mes plus belles, mes fiches d'impôt les plus importantes, ça a été 500 ou 600 000 de revenus à l'année. Ok. Mais quand on est entrepreneur, on a beaucoup de frais. Oui, qu'on non, peut bien sûr. faire passer sur la boîte. Donc, grosso modo, mes plus belles années, je gagnais 700 000 euros par an. Ok. Pendant je dirais 4-5 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Ok. Extraordinaire. Magique, magnifique. Tu pètes un plomb? Franchement, non. D'abord, j'avais un associé, donc du coup, Mika, c'est plus mon associé, mais j'avais un associé qui est marocain de Meknes. Et les Meknessis, ils sont connus pour faire très très attention à l'argent. Ok. Donc, ils faisaient très attention à l'argent. Rebeu, juif? Juif. Ok. Et donc non, je pète pas un plomb. Enfin, c'est quoi péter un plomb? Est-ce que s'acheter mais un est-ce qu'il y a des- costard chez Dior, c'est péter un plomb? Non. Voilà, Non. non, je fais pas. Non, mais est-ce qu'il y a des j'achète vis pas des grosses- que t'appuies plus non. les teufs, les non, trucs non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Je me réveille toujours archito, je sors pas. Enfin, je sors pas. Je sors, mais pas du tout un truc de ouf. C'est très drôle d'ailleurs parce que les gens pensent de moi sur les vidéos que je sniffe des rails de coke sur le cul de pute. Pas du tout, quoi. D'accord. Genre vraiment pas du tout ma cam. Bah, tu peux faire ça très tôt le matin. Enfin, il n'y a pas besoin de. C'est vrai, je pourrais faire ça très tôt le matin. Mais non, les trucs de ouf que je fais, c'est que un peu frimeur, quoi. Ok. J'achète une belle montre, je pars en week-end dans un bel hôtel, je me la kiffe, tu vois, mais Ok. Pas de mais dingue. je suis toujours presque à jeu parce que vraiment, j'ai vraiment envie de faire des grandes choses, j'ai vraiment envie de découvrir plein de trucs. J'investis beaucoup d'argent dans d'autres entreprises, j'investis beaucoup dans l'immobilier. Franchement, quand je te dis les salaires que je prenais, je vivais avec, alors c'est énorme, mais avec 20 000 euros par mois, mais j'en gagnais 60 ou 70. Donc c'est énorme, hein. Mais j'étais pas en mode je prends un jet pour aller à Marrakech, tu vois, genre pas du tout ma cam. Ok.
Donc 4-5 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans BLG pour que tu te dises... On a fait 15 ans de BLG. 15 ans de BLG. C'est juste parler des plus belles années parce Ouais, que bien j'ai sûr. compris que c'était ça que tu voulais. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr, bien sûr. voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoute, je l'ai jamais raconté, je vais te raconter si tu veux. Est-ce qu'il y a des milestones dans BLG où tu t'es dit, voilà, là, il s'est passé ça, on s'est pris ça dans la gueule, on a eu une année dégueulasse Ah ouais, ça de ouf. Bah là, déjà, on est en crise dans l'immobilier neuf depuis, je dirais, 3 ans. Crise de ouf. Hein. Alors moi, je veux pas du tout faire pleurer dans les chaumières, sauf que il faut vraiment que les gars, vous compreniez quelque chose, c'est que quand tu as été habitué à vivre pendant 5-6 ans avec beaucoup d'argent, tu as augmenté ton lifestyle. Tu l'as augmenté et c'est presque normal de l'augmenter, tu vois, je veux dire, voilà. Donc, j'imagine déjà les comments, genre, ouais, pourquoi il se plaint? Nique ta mère, frérot, je me plains pas, je t'explique, tu vois. Non, mais... Non, Petite balle gratos pour celui qui non, mais c'est vrai, Et donc, du coup... Dites-nous en commentaire. Et donc, du coup, là, ça fait 3-4 ans que je vis avec... C'est déjà beaucoup, mais 3 voire 4 fois moins que ce que je gagnais. Okay. Et donc là, on est dans une crise de ouf. Moi, j'ai pas du tout l'impression, là, en ce moment, d'être riche, tu vois. Genre, Okay. Vraiment pas. Mais, et franchement, c'est grâce à Mika, ça. Je le vis pas mal parce que, voilà, moi j'ai mon appart, mes filles, je peux toujours payer à manger et des vacances à mes filles. Bon, je vais plus chez Dior dernièrement. Bon, c'est pas très grave. Ok. Tu vois, je veux dire, c'est ça ma dû à la différence. crise, hein, là, de ce que tu... Ah, complètement. Nous, on a divisé le chiffre d'affaires chez BLG avant que je parte de quasiment 50%. Mais on avait les mêmes charges d'entreprise, tu vois. On avait tout le temps les mêmes bureaux, les mêmes outils, etc. Donc, ça fait 3 ans qu'on vit sur nos économies. Moi, ça fait 3 ans que j'ai décidé de ne pas prendre 1 euro de ma boîte, de revendre des biens immobiliers que j'avais. J'ai vendu 2 biens immobiliers et c'est avec cet argent que je vis. Ok. Et je suis et vraiment, comprends, il n'y a pas de plainte là-dedans. Je t'explique ma vie d'entrepreneur, tu vois. Et là, tu allais me raconter quelque chose. Tu me dis, j'ai jamais raconté, mais vas-y, je te raconte. Non, je pensais que tu allais me demander pourquoi j'ai arrêté BLG. Eh pourquoi t'as arrêté BLG? Pourquoi t'as arrêté BLG quand ça a plutôt fonctionné plutôt bien? Et c'est alors, avant que tu me dises pourquoi t'as arrêté BLG, j'aimerais juste Petite comprendre page de pub. le modèle sur tes équipes. C'est des salariés, des consultants, des agents, des agents commerciaux. Des agents commerciaux, managés par des managers d'équipe. Chaque manager d'équipe a entre 3 et 8-10 personnes dans son équipe en fonction de ses capacités à les manager. Un système pyramidal avec un type de management cool. Quand je dis cool, c'est cool que dans la forme, pas dans le fond. C'est-à-dire, il n'y a pas d'horaire, tu dois pas pointer, tu viens pas à 9h, tu pars pas à 19h, tu fais exactement ce que tu veux dans ta vie, mais tu fais le taf. Donc, tu veux le faire à une terrasse de café, tu le fais à une terrasse de café, tu veux le faire au bureau, tu le fais au bureau. Tu vois, voilà. Donc c'est ça le modèle. Les commerciaux étaient payés à peu près 40% des commissions qu'on touchait. Et nous, le bien moyen, parce que je sais que les questions d'argent, ça intéresse tout le monde, tu vois. La vente moyenne chez nous, c'était 365 000 euros à l'époque. Hein, il y a ces 2-3 dernières années. Et on touchait en moyenne 5% de com sur un bien. Donc disons qu'on arrondit à 300 000, tu vois. Donc on touchait 15 000 de com hors taxe chez BLG. Ok. Attends, c'est ça, 5% de... attends, 10%. Oui, c'est ça. On touchait 15 000 de com chez BLG et le commercial touche 40% de ces 15 000. Ok. C'est ça le modèle. Et nous, on prend la marge. Ok. Et c'était quoi, du coup, les charges fixes? Oh, il y a 1000 trucs. D'abord, les annonces sur Se Loger Bien Ici, etc., ça coûte une tonne d'oseille. Les bureaux... les téléphones, les outils de CR, plein de trucs, quoi. Ok. Et alors, du coup, je me pose une question, mais vraiment qui est totalement spontanée. Mais du coup, pourquoi t'as quitté BLG? Écoute, c'est une belle histoire. Enfin, pas belle, mais c'est une histoire, en tout cas. Donc, quand la crise a pointé le bout de son nez, nous, à ce moment-là, on est un mastodon au pied d'argile. Donc on est 80, on a des charges, on ne sait pas trop comment on va faire parce que tout le monde nous dit que le marché de l'immobilier est en train de s'effondrer encore plus dans le neuf, que ça va pas durer peu de temps, que ça va durer longtemps.
Et là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va perdre beaucoup de commerciaux, etc., soit on profite de cette crise pour prendre des parts de marché. Et donc, on décide de faire ça et de faire appel à des investisseurs extérieurs, tu vois, de faire une levée de fonds, comme plein de boîtes font de levée de fonds. Franchement, on arrive à lever des fonds. Mais qu'est-ce que vous leur vendez? C'est chaud de leur dire... On leur vend la réalité. Ça fait 15 ans qu'on fonctionne, ça fait 15 ans qu'on cartonne. Là, on est dans une crise immobilière. On représentait à l'époque 0,5% des parts de marché français, ce qui faisait de nous un leader parce que c'est un marché un peu éclaté, tu vois, il n'y a pas un leader, voilà. Et on leur disait, voilà, grâce à votre investissement, on va faire ça, ça et ça. Et à la fin de la crise, on va prendre 3% des parts de marché. Parce qu'en fait... Quand c'est la crise, t'as tous les concurrents qui font la gueule, qui payent pas trop bien leurs gars, les gars qui s'ennuient parce qu'ils ont pas de lead et qui regardent ailleurs. Donc, on avait toute une stratégie pour pécho ces parts de marché. J'arrive à lever les fonds dans cette période. C'est inespéré. Je peux pas, ça me gêne de dire, je vais te dire pourquoi ça me gêne, parce que tout ce qui me concerne moi personnellement, ça me va. Okay. Dès que ça concerne quelqu'un d'autre, parce que, et là, on va parler de Mika, j'ai pas, tu vois, peut-être il a pas envie, tu vois, de ça. Alors, juste sur le format, là, vous diluez vos parts, du coup, ou comment vous faites l'entrée en capital? Ah oui, on dilue nos parts, ouais. Okay. C'est ça le truc. Et donc, déjà, je suis hyper fier de moi. J'arrive à lever des fonds dans cette période qui est vraiment... Enfin, c'est inespéré. Genre, j'avais été voir, je me souviens, la banque Rothschild pour m'aider à lever des fonds, parce qu'ils ont un département qui fait ça. Le mec m'a dit, ouais, salut mon frère, on va pas aller lever des fonds pour une agence immobilière dans le neuf. Enfin, t'es fou, quoi, tu vois. Il m'a vraiment envoyé yesh, quoi. Bref, je réussis à lever des fonds et le jour... Il y a vraiment un mec chez Rothschild qui a dit, mon ref. Ouais, il a pas dit comme ça. Okay. Mais moi, je l'ai compris comme ça. Ok. Mais cher monsieur, il m'a dit, cher monsieur, ce n'est pas dans notre stratégie actuelle. Et voilà, bref. Et bref, anyway, j'ai réussi. Et le jour de la signature, Mika n'est pas venu. En me disant, je peux pas, ça m'intéresse pas, je peux pas. Ça a complètement explosé entre nous parce qu'en fait la levée de fonds ça a duré grosso modo 9 mois, hein, c'est pas, tu vois. On avait prévenu les managers, etc. Mais il m'a dit je peux pas, je lui en veux pas hein, Enfin, il peut pas, enfin, il voulait pas, il a le droit de changer d'avis, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, n'empêche que moi, c'était un gros chaos, quoi, un gros chaos technique. Je savais pas comment me relever de ça, j'avais honte déjà auprès de l'investisseur. Attends, parce que je te parle du jour de la signature, donc il y a eu 6 mois de due deal, 6 mois d'échange de bilan, de trucs, de discussions. Donc je te parle vraiment le jour de la signature. Tu vois, donc voilà. Et il me dit qu'il peut pas. Moi, je suis choqué. On se dispute. Et il me dit, tu sais quoi, moi, je veux même pas travailler avec toi. Continuer de travailler avec toi. Donc, on décide de se séparer. Et on se sépare avec perte et fracas en disant à nos collaborateurs, voilà, il va avoir 2 projets différents. Il y a BLG avec Mika, sa vision, c'est ça. Et il y a Bromanenka avec moi. Ma vision, c'est ça. Et du coup, c'était K déjà ? Alors, et du coup, quand il a dit... Oui, c'était K déjà. Okay. Et du coup, moi, j'ai rappelé K en lui disant... alors, pas du tout pour le chauffer, hein, pour lui dire pardon déjà. Parce qu'il faut savoir que K me dit, mais je comprends pas, pourquoi vous signez pas ? Et moi, je lui invente des mythos, tu vois. Non, mais notre avocat, il nous a dit, il faut attendre... Tu sais, mec, il t'envoie l'offre parce qu'il faut savoir qu'il a accepté tout ce qu'on voulait. Donc, il n'y avait même pas de... Enfin, tu vois, je pouvais même pas lui dire on n'est pas d'accord, tu vois. Ok. Donc, moi, je le fais poireauter parce que je me dis, Mika va changer d'avis. Il a eu un coup de flip. Tu vois, je me dis, il a eu un coup de flip, il va revenir sur sa décision, machin. Quand je vois qu'il revient pas sur sa décision au bout de 8-9 jours de mail resté sans réponse au cas qui attend la signature, tu vois, les avocats attendent, tout le monde attend, tu vois. J'appelle le cas et je lui dis, voilà, me suis fait tes plans, quoi. Pas tes plans, enfin planter c'est pas le bon mot, mais je lui explique la situation. Ok. Et il me dit, si tu veux, on le fait ensemble. Ok, donc il était toujours chaud. Alors, il a pris beaucoup plus de parts. Il a pris beaucoup plus de parts. Il était chaud parce que c'est le même modèle. Je vais répliquer le modèle sur une nouvelle boîte. Lui, il préfère. Okay. Plutôt qu'une boîte. Tu sais, quand tu investis dans une boîte qui a 15 piges, t'es jamais à l'abri de casseroles, t'es jamais à l'abri de problèmes RH, d'un mec qui dit qu'il y a 7 ans, on l'a pas payé. Enfin,
quand on investit dans une boîte, franchement, c'est mieux qu'elle soit toute jeune, quoi. Ok. Voilà. Et voilà l'histoire de l'arrêt de BLG. Enfin, de mon arrêt de BLG. Ton départ de chez BLG. BLG existe encore. Alors, je leur souhaite plein de bonnes choses. J'ai encore déjeuné hier avec 2 managers de là-bas. Très très belle boîte, des bonnes valeurs. Je suis sûr que les gens qui y sont et qui y seront bien heureux et épanouis, tu vois. Pas de problème avec BLG. Et du coup, Broman, c'est quoi du coup la différence? Broman & Co, le concept, du coup, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la différence? Alors franchement, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que moi, mon objectif, c'est la Ligue des Champions. Ça veut dire que j'offre les meilleurs outils, vraiment les meilleurs outils, aussi bien les outils de professionnalisation que d'intelligence artificielle à tous mes collaborateurs. Il y a des coachs chez Broman & Co. Il y a un coach de mindset, il y a une formatrice, il y a une recruteuse. Donc il y a une recruteuse à temps plein, il y a une formatrice à temps plein pour te faire monter en compétences. Il y a une coach avec toi pour te faire travailler sur tes problèmes, enfin sur les trucs intrinsèques à toi qui font que tu as des blocages, tu vois. La seule différence, c'est que vraiment je veux jouer la Ligue des Champions. Je dis pas que BLG ne veut pas, je dis pas que Côté Neuf ne veut pas, ils le veulent tous. Disons que je me donne les moyens de jouer la Ligue des Champions. Voilà. Ok. Tu piges ou pas. Donc ça passe par. Et aujourd'hui, en interne, du coup, en termes d'équipe qu'on appelle support, ça représente combien de personnes? En support, ouais. 6 personnes. Ok. Et là, Alors, attends, dans le support, je compte pas les managers d'équipe ou le directeur ou les chefs d'équipe. Hein. Bah, c'est des agents co comme les autres. Ouais. Ok. Donc non, mais c'est des managers. Oui, mais, okay. bien sûr, non, bien sûr. En support, c'est 6 personnes. C'est 6 personnes. Et l'équipe du coup commerciale aujourd'hui? 40 personnes. 40 personnes. Ok. En combien de temps? 3 mois. Non, okay. Mais non. Enfin, je suis parti. Il y a 27 personnes de BLG qui sont venues avec moi. Okay. Donc, voilà. Mais oui, mais c'est quand même. Oui, mais parce que j'ai pas recruté en 3 mois 40 personnes. Non, je suis parti dès 1, j'avais 27 personnes. Ou 25 personnes, je sais plus. Ok. Stylé. Et alors, du coup, revenir à zéro, tu te retrouves Trop chelou parce que je suis dans une industrie que je connais depuis 15 ans. Je suis dans une industrie qui me voit comme quelqu'un qui a réussi dans cette industrie, mais c'est une nouvelle boîte. Okay. Et donc je me retrouve à faire des choses que je faisais il y a 15 ans, que j'avais complètement oublié, tu sais, des trucs dont je m'occupais plus, des sites internet, ouvrir des mandats avec des promoteurs. Alors, encore une fois, c'est pas une plainte, c'est juste que quand tu te renouvelles dans une nouvelle boîte, c'est un truc. Quand tu te renouvelles dans une nouvelle boîte, dans une industrie où t'es depuis 15 ans, c'est chelou, tu vois. Et c'est chelou bien ou ça te fait chier? Est-ce que t'as quand même bien aimé refaire Non, j'ai pas bien aimé. C'était une source de stress parce que j'avais peur de pas bien le faire. Non, je peux pas dire que j'ai bien aimé. Je suis hyper heureux au quotidien dans mon job, dans mon travail, dans ce que je fais. Vraiment hyper heureux. Mais les trucs auxquels je fais allusion là, de démarrage de boîte, c'était pas du tout un truc qui m'avait manqué, quoi. Travailler un logo, travailler un nom, travailler le site internet, mettre les process en place, c'est beaucoup plus facile quand ça roule déjà, tu vois. C'est pas un truc qui m'a excité. Ok, t'es pas un mec des débuts qui aime bien la. Si, mais là c'était pas les débuts, c'était un repeat. Là j'ai juste revu un film que j'avais déjà vu, tu vois. Ok. Tu vois, sinon je suis grave un mec des débuts. Quand je lance des nouveaux business, j'adore ça. Okay. Là j'ai juste revu un film, tu vois. Ok, donc t'avais pas l'excitation de la découverte. Non. Ok. Mais en revanche, je suis très content de comment on l'a fait. Et voilà, tu vois. Mais. Et qu'est-ce que tu as noté et quelles erreurs tu n'as pas refaites du coup sur le lancement de Broman & Co? Tu t'es dit franchement ça va faire très branleur ce que je te dis, mais je refais jamais les mêmes erreurs. Moi je suis pas un bon, je suis pas un mec intelligent, je suis pas un mec qui a des facilités. Tu sais, il y a des mecs dans notre entourage, je sais pas si toi t'es comme ça, mais ils ont des facilités, quoi. Ils pigent vite les trucs. Tu vois, genre tu leur dis, ça percute, tu vois. C'est un peu frustrant parce que moi je ne pige pas vite les trucs. Mais je sais pas pour toi, j'ai besoin de répéter peut-être 2 fois. Mais de ouf. Donc moi je suis. Fais-moi dessin. C'est ça. Donc moi je suis vraiment pas bon, malin, à l'aise avec les chiffres, vraiment pas, tu vois. En revanche, je crois que je crois que tout ce que j'ai, je le dois au fait que je tire des feedbacks régulièrement, tout le temps. Aussi bien des choses négatives que des choses positives que je fais. Donc normalement, je refais pas les mêmes erreurs. Alors du coup, qu'est-ce que sur Broman & Co, sur quoi t'as gagné du temps?
J'ai gagné du temps sur les process de management, j'ai gagné du temps sur le tunnel commercial, tu sais, voilà. Je gagne du temps sur la communication, sur le recrutement. Pour te donner un exemple, on a intégré 15 personnes en 3 mois. 15 personnes en 3 mois, ça veut dire à peu près 30 personnes rentrées en formation. Et à la fin, on en choisit 15, tu vois. Pour une boîte qui démarre day one, qui rentre 30 personnes en formation en 2 mois et demi, je sais pas si ça te parle, mais c'est énorme. Tu vois, c'est limite, c'est Coca-Cola, quoi, qui fait ça, tu vois. Donc, ça, c'est grâce, clairement, à mon expérience des 15 dernières années. Quelle formation donner, comment... Tu sais, dans mon métier, ce qui est dur quand c'est des indépendants, c'est comment s'apercevoir très vite si la personne est faite pour ça ou pas. Et sur ça, je pense que je suis bon. Ok. Et parce que du coup, en tant que commerçant, tu vends des choses à des gens, mais du coup, tu as un flux de biens. Et récupérer tous les promoteurs, ça a été facile pour toi ? Non, ça n'a pas été facile, mais il y a des plateformes aujourd'hui dans notre industrie. Okay. Tu sais qu'en attendant que tu récupères tous les mandats, aujourd'hui, je les ai pas du tout tous, parce que ça prend un temps. Genre Gridkey, par exemple. Ouais, par exemple, exactement. Okay. Ça prend un temps monstre aujourd'hui. Moi, je dois avoir à dealer en mandat peut-être 200 ou 230 promoteurs. Donc, t'imagines le temps que ça prend de les avoir en propre. Il faut les contacter, envoyer la lettre, ils t'envoient le mandat. C'est dingue un peu ce que tu es en train de me dire là, du coup. De ouf. Et c'est pour ça qu'il y a des plateformes comme Gridkey, par exemple. Oui, il y a Émilie de Gridkey qui m'a appelé tout à l'heure. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Voilà. Et il y a ces plateformes qui te prennent une com, qui te prennent un fee sur les ventes que tu fais, mais qui te mettent en relation directement avec ils te partagent leur mandat, en fait. Exactement. Donc aujourd'hui, on doit avoir, je sais pas, je te dirais, il faudrait que je demande à Annabelle, mais je dirais qu'en propre, pour l'instant, on n'a que 30 mandats. Ok. Mais on travaille toujours avec ces 200 promoteurs, c'est juste que je marge moins. Ok. J'ai très bien. Non, mais surtout, la dinguerie, c'est qu'aujourd'hui, moi, si j'ai envie de monter un Yasinenka, en vrai, je pourrais très facilement avoir accès à tous les mandats. Bravo. C'est exactement ce pourquoi je me bats dans Bromanenka et que Côté Neuf fait aussi. Moi, mon job, c'est de créer des barrières à l'entrée pour Yasinenka. Ok. Pas pour ne pas avoir de concurrents, c'est parce qu'aujourd'hui, dans notre métier, tout le monde peut faire ça, et donc ils le font mal. Et donc ils conseillent mal les gens, et donc ça nuit à la profession. Donc moi, mon objectif, c'est de mettre des paliers, et que les clients, ils voient tout de suite la différence quand ils appellent un agent de chez Bromanenka ou quand ils appellent un agent de chez Yasinenka. Ok, mais alors du coup, tout mon objectif, c'est ça, c'est améliorer l'expérience client. C'est-à-dire que le client, quand il arrive dans notre funnel de vente, normalement, il a une aide à la prise de décision beaucoup plus facile, beaucoup plus d'outils pour se projeter. Voilà, tout ça. Et tu peux nous en parler, ça de ouf. Oui, alors après, c'est pas hyper non plus intéressant, tu vois. Je fais le pari que ça intéressera les gens. Donc, tu sais, un promoteur, il a des photos de synthèse. Donc il a des photos. Donc tu vois la photo sur Se Loger, tu comprends que c'est une photo de synthèse, donc tu comprends que c'est pas comme ça, etc. Par exemple, nous on a un robot qui met les annonces pour nous, qui en fonction du texte de l'annonce, qui est mis automatiquement par rapport au texte du promoteur, il te choisit des photos qui correspondent à l'annonce. Donc déjà, nos photos reflètent beaucoup plus la réalité que ceux de nos concurrents. On a aussi un système avec Cityscan et Google Maps qui, en plus de prendre les photos en intelligence artificielle, te prend les photos du terrain actuel tel qu'il est. Donc ça permet tout de suite aux gens de situer où c'est. On a des outils digitaux qui nous permettent de voir sur quoi, quand on envoie des documents à nos clients, sur quoi ils ont tiqué, c'est-à-dire combien de temps ils sont restés sur le document, sur quoi ils ont zoomé. Sur quel document du coup ? Alors par exemple, quand j'envoie le plan de l'appart, la plaquette commerciale. Quand j'envoie tous les documents que j'envoie. Mais c'est quoi comme format ? C'est quoi comme quoi ? C'est quoi le format PDF ? Oui, mais comment tu peux analyser frérot, ça coûte de l'argent, ça. Voilà, donc je vois combien de temps il reste, s'il a zoomé, s'il n'a pas zoomé. Je reçois une alerte, mes commerciaux reçoivent une alerte quand ils ouvrent le document. Donc par exemple, j'ai Brice tout à l'heure qui m'a dit « Attends, faut que je te laisse. » Parce que mon client, il est en train de réouvrir le plan. Et je vais l'appeler pendant qu'il ouvre le plan. Incroyable. Ouais, incroyable. Donc voilà. Donc ça, c'est trop cool. Trop bien. Mais le plan, on est d'accord. Quand il ouvre le plan, vraiment le plan. Quand il ouvre tout, là, il s'avère que Brice m'a dit, il ouvre le plan. Non, d'accord. Parce qu'en fait, c'est quoi le niveau d'analyse ? Parce que moi, par exemple, j'utilise un outil qui s'appelle MailTrack,
qui me permet en fait de savoir si les gens à qui j'envoie des mails Ah, mais non, pas lisent du mes tout. mails. Non. Donc ça, non. ça j'ai une alerte en me disant, Attends, voilà, tu veux que je te montre? je mettrai un lien bon, du coup ok. sur de l'outil, mais Alors, ça tu vas pas, enfin ça marchera pas le lien, mais bon je vous explique. Non, ça veut dire c'est beaucoup plus précis que ça. Ok, d'accord. C'est pas quand il ouvre le mail. Je te dis que là on sait qu'il est à la page 6 du truc, qu'il a fait un zoom. Ok. Là on sait que par exemple sur le contrat de réservation, il a lu le contrat en 13 minutes, mais qu'il est resté 4 minutes 40 sur le paragraphe 6. Donc il a relu 10 fois. Donc en fait on l'appelle et on lui explique direct. Au cas où vous auriez une question, souvent les gens nous parlent du paragraphe 6. Ah, voilà, tu vois. Donc non, c'est pas Mailtrack, c'est archi précis. Et dans les outils, on a la formatrice, on a des appels mystères, on a des gens de chez nous qui se font appeler en appel mystère. Moi, je les écoute pas, c'est pas du tout un outil de contrôle, c'est un outil de formation. Donc moi, j'écoute pas ces appels mystères. L'appel mystère, il est envoyé directement au commercial, donc il s'entend, et il est envoyé à la formatrice. Et ensuite, c'est sur cette base-là que la formation personnelle, elle se fait. Ok. Donc voilà, c'est des outils. Quand je te dis que je veux jouer avec des champions, je la joue déjà la Ligue des Champions, j'aimerais la gagner. Je sais pas si on réussira. Moi, je considère que mon job, c'est de me donner les moyens. Après, moi, je suis croyant. Hein, c'est dans les mains de Dieu, c'est dans les mains de tout le monde. Mais moi, je me donne les moyens. Tu vois. Ok. Trop stylé, David. Ça, Du coup, tu m'as un peu séché là sur. Ah ouais, non mais là tu m'as séché en fait sur les outils. Ah mais de ouf. Ah mais on a vraiment des outils incroyables et en plus il y a des. Ah mais je te parle d'un autre outil parce que c'était le truc dont je voulais pas te parler. T'es un enculé parce que quand même c'est pas bien ce que tu fais. Parce que j'ai envie d'en parler. Allez. Là, on vient de développer, je suis trop fier de ça. En fait, comme je t'ai dit, on a 40 000 lots. Donc là, j'ai développé un outil d'intelligence artificielle un peu hardcore qui me dit les anomalies dans les villes. Les anomalies, c'est les villes dans lesquelles les prospects sont le plus chauds. Je peux pas te donner la recette de comment ils trouvent ce truc-là. Mais c'est-à-dire que, encore une fois, il faut que tu comprennes que nous, on a 40 000 biens. Ok. Donc, ça veut dire que si tu ouvres ma base de données, tu vois que j'ai des biens à Marseille, j'ai des biens à Chartres, j'ai des biens à Paris, j'ai des biens à Asnières. Nous, on n'a pas 40 000 annonces en ligne. Il faut choisir les biens sur lesquels on va travailler. Il faut choisir le bien qui va sonner, le bien qui va se vendre. Et on a développé un outil qui nous dit, en fonction de tout un tas de trucs, quels sont les biens qui vont sonner. Ok. Là, tu médites. Ouais, non, je réfléchis, j'essaie de bien comprendre. Et donc, du coup, cet outil, en fait, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce qui te sort comme information? Il te dit, voilà, une liste des villes. Aujourd'hui, une liste des villes et une typologie. Villeneuve-les-Argentons, il se passe un truc là-dessus. Et exactement, les anomalies. Alors, c'est pas du tout un truc qui te ramène le plus de leads. Pour avoir le plus de leads, tu poses du Paris, du Lyon, du Boulogne et t'as des leads. Non, bien sûr. C'est les anomalies des villes. Ça veut dire qu'en fonction, grosso modo, de la population, des demandes, etc., là où le lead va être le plus chaud, où il va vraiment chercher. Et donc c'est démographique alors? Ah oui, complètement. Enfin non, c'est tout un tas de trucs. C'est aussi démographique, mais c'est tout un tas de trucs. Donc c'est genre les naissances, les trucs... Non, c'est pas ces trucs-là que des informations, sans vouloir creuser. Non mais pourquoi je peux pas creuser? C'est pas du tout pour faire du suspense. Non mais c'est parce qu'en fait dans notre métier, encore une fois, il y a pas trop de barrières à l'entrée. Donc en fait, chaque chose que je fais, ou chaque chose que Vincent fait, ou que chaque chose que Jonathan fait, et chaque chose que n'importe quel concurrent va faire. Jonathan ? Un autre type. Ok. Voilà. Chaque chose qu'un concurrent va faire, 6 mois après, les autres ils vont le faire. Donc en fait, cet avantage concurrentiel des 6 mois, il est primordial. Ok, je comprends. Tu vois. Donc c'est pas du tout. Voilà, c'est ouf. Mais ça, c'est un interne. Du coup, vous le développez ou c'est un quelque chose... Ça y est, il est développé. Je l'ai envoyé hier aux commerciaux. Ok. Incroyable. Attends, je vais te montrer. Non, j'aimerais bien savoir la data qui te sort et qui fait que tu te dis dans mon Ah non, toi tu veux savoir la formule. Non, pas la formule, juste le résultat qui te dit, il te dit qu'est-ce qui te sort comme information pour que toi tu puisses prendre une décision en gros sur les choix des biens que tu veux mettre en commercialisation. C'est bien d'accord? Tu peux répéter ta question? En gros, tu as un pool d'annonces de 40 000 annonces. Tu ne peux pas investir sur les 40 000 annonces. Exactement. C'est même pas une question d'investissement, c'est une question aussi de gérer la demande.
c'est pas qu'une question d'investissement, tu vois. Le CAM m'avait posé une question, il m'avait dit, mais attends, viens, on poste les 40 000 annonces, ça coûte très très cher par mois, mais on est sûr de les vendre. Eh ben non, parce qu'en fait, si on poste 40 000 annonces, on va avoir 20 000 demandes par jour. 20 000 demandes par jour, on n'est pas capable d'avoir, si tu prends des commerciaux pour répondre à 20 000 demandes par jour, tu gagnes pas du tout ta vie. Parce que, tu vois. Attends, sales. Ok. Et le coût aujourd'hui de tes annonces, c'est vraiment beaucoup? Le fait de pouvoir publier? Ça coûte une tonne, Se Loger et Le Bon Coin. Tu publies sur quoi là aujourd'hui? Surtout, aujourd'hui j'ai... c'est quoi, c'est Ubiflow que tu dises? Ouais, aujourd'hui on a 7000 annonces jour. Donc tous les jours on a 7000 annonces. Qui tournent? Okay. Je trouve pas mon truc. Ça t'intéresse de voir ou pas? Ou tu veux que non, sinon on fera je ferai un petit tu me diras tout ce dont tu as besoin, je te l'enverrai parce que là je trouve incroyable. Je trouve pas. Et du coup, qu'est-ce que tu constates toi sur le marché aujourd'hui? Du coup, on a parlé du passé, du présent, et du coup Broman, c'est quoi là le quotidien de Broman? Quotidien ou ce que je vois pour l'avenir ou tout ce qui t'inspire? Le quotidien, c'est qu'on est toujours en crise. Les prix de l'immobilier neuf commencent à remonter. C'est vraiment des... Voilà, comme les crédits repartent un petit peu parce que les banques commencent à ouvrir un petit peu plus le robinet des crédits, les promoteurs essayent de gratter un petit peu ces 3 années de perdu et remontent un petit peu les prix, ce qui est pour moi stupide, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans le neuf, on a des problèmes, pas trop de financement ou quoi. Le problème qu'on a, c'est que ça fait 3 ans que c'est une crise sans précédent et qu'ils n'ont pas ouvert des nouveaux chantiers. Donc on va avoir un problème de lot. J'adorerais l'année prochaine à cette période te dire que j'ai 40 000 biens en vente, mais je pense que j'en aurai 25 000. Ok. Et donc, du coup, on va avoir une pénurie d'offres. Très bien. Alors, tant mieux. Très bien, c'est un mauvais problème, effectivement, pour des gens comme toi. C'est un problème cata, parce qu'en fait, on va tous se marcher dessus. Il va avoir des bonnes affaires à faire pour le particulier qui va acheter, donc ça, c'est bien. Mais sauf que le neuf, c'est une vraie demande des Français. C'est une demande, d'abord, une demande pour des raisons écologiques. C'est important le neuf parce que ça fait tourner le pays, que de plus en plus de Français veulent avoir des charges faibles avec des balcons, des terrasses, une place de parking. Il n'y a pas trop ça dans l'ancien. Donc voilà, c'est un problème. Et alors moi, je suis pas du tout un mec vénère ou quoi, mais là, il s'avère que c'est complètement à cause du gouvernement qui s'en bat les steaks, quoi. Alors, je veux pas dire que moi, j'aurais fait mieux, hein, mais tu sais, il y a eu plein de trucs. Hein. Il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine, il y a eu le truc, il y a eu 1000 trucs, tu vois. T'as fait comment, du coup Bah non, du coup, c'est plus un sujet pour toi, mais là, Broman & Co, est-ce que tu bosses avec des courtiers? Comment tu fais pour les financements de tes clients? Ouais, je bosse avec des courtiers. On va bosser ensemble, d'ailleurs. Allez, c'est parti. Non, mais pour de vrai, parce qu'en plus de ça, j'ai dit à ma réunion de manager ce matin qu'un de nos 3 courtiers à qui on envoyait des dossiers, je voulais plus lui en envoyer. Alors, c'est de notre faute, hein. On l'a trop abondé de dossiers, ce qui fait qu'il fait plus bien le travail. Ok. Donc, d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que j'ai pris une mauvaise décision. Il faudrait pas que j'arrête avec lui, il faudrait juste que je lui envoie moins de dossiers. Et ce matin, j'aurais dit on arrête avec lui. Et il faut que je... Attends, je le prends en note. Non, mais parce que c'est important, parce que c'est bien le travail. J'ai parfois l'impression que tu me trolles. Hein. Pourquoi Tu penses vraiment ce que tu viens de penser? De quoi? Genre, t'as dit que t'arrêtais ce matin, et là, tu viens de te dire que c'était pas une bonne idée, oui. et tu vas changer la vie. Bah oui. Okay. Non, mais c'est quoi ton problème? Non, mais tu penses des réflexions stratégiques à voix haute, quoi. C'est incroyable, c'est trop stylé. Bah, c'est toi aussi, tu le fais. Enfin, tout le monde le fait. Non, ah ouais, j'arrive à... Bah, tu me charrais ou quoi? C'est sûr que tout le monde le fait. Ok. Cool. Et tes objectifs, c'est quoi du coup parce que tu veux gagner la Ligue des Champions. C'est quoi gagner la Ligue des Champions sur un marché? Alors d'abord, mon objectif, c'est de créer la première enseigne d'immobilier neuf en France. Si aujourd'hui, je te demande de me créer des enseignes immobilières, tu vas me parler de Plaza, La Forêt, Century, enfin, plein d'autres. Et si je te demande de m'en citer dans le neuf, tu ne seras pas capable de m'en citer. Alors peut-être toi, de par ton travail ou de par de ton activité des podcasts, tu vois. Mais je veux dire, tu t'interroges un Français, tu lui demandes dans la rue, il est incapable de te citer une enseigne d'immobilier neuf. Donc déjà, mon objectif, c'est de créer cette marque-là. Et comment? Est-ce qu'il y a des investissements prévus pour communiquer? Ah bien sûr, bah il y en a déjà. Je pense sincèrement que franchement, je pense que je dois être dans le top 3
top 3, top 4 France, des je sais pas comment on pourrait appeler ça, des influenceurs IMO, tu vois. Non, bien sûr. Mais, ça, c'est David Broman. Ça, c'est David Broman. Je te parle de Broman NK. Frérot, la boîte, on l'a appelée Broman NK, c'est pour coller à David Broman. C'est ça, c'était une des stratégies. Enfin, tu vois, je veux dire, c'était une des stratégies. Après, l'objectif, c'est d'ouvrir dans chaque grande ville de France. Voilà, c'est de créer. Donc, il y a des bureaux physiques? Ah, bah de ouf! C'est où les bureaux là de Broman NK à Paris? Le siège? Ouais. Le siège, c'est juste pas loin, là, rue des Acacias, au 5, dans le 17e. Okay. On a des bureaux à Biarritz, on a des bureaux à Marseille, on a des bureaux à Lille. Ok. Voilà. Broman NK, déjà en 3 mois, t'as déjà... Alors c'était des gens qui étaient, encore une fois, c'était des gens que j'ai récupérés. Mais oui. Que tu transformes, ok. Oui, mais oui. Enfin, alors pour être tout à fait franc, à Marseille et Lille, par exemple, pour l'instant, on a des bureaux physiques dans un coworking. Okay. Donc si tu te balades à Marseille, tu vas pas encore voir l'enseigne Broman NK. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Ok. Jusqu'à ce qu'on change d'objectif, mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'objectif, tu vois. Et toi, personnellement, je pense qu'on on s'arrêtera là-dessus. Après. Ah non, on s'arrêtera là-dessus, alors ok, très bien. Non, on s'arrêtera là-dessus. C'est plus toi sur ta stratégie à toi, du coup, de David Broman, de communication, parce que j'ai pas compris, en fait, t'es apparu comme ça d'un coup. Est-ce qu'il y a eu une période où tu en faisais plus et tu t'es arrêté? Parce que moi, vraiment, ça a popé comme ça d'un coup. Je fais, attends, c'est qui ce mec? En plus, trop stylé. Enfin, il y a un générique, il y a un... c'est quoi le truc qui dit What's up, Broman? Ouais, c'est Snoop Dogg qui le dit. Non, en parlant de toi? C'est de l'intelligence artificielle. Ah, ok. Non, c'est pas Snoop Dogg qui le dit à moi, mais il s'avère que c'est Snoop Dogg. J'en ai un avec Notorious. Non, c'est pas Snoop Dogg. Le mec est trop frais, en fait. Le mec est beaucoup trop chaud. C'est la fame. DJ Broms, j'avais pas... Le mec, c'est la... Non, tu peux le faire toi aussi. Ok, je peux le faire. Comment ça s'est passé? Bah écoute, il y a 2 ans et demi, 3 ans chez BLG, il y a un de nos managers qui est parti avec des types pour monter sa boîte. Ça arrivait régulièrement, tu vois. Ok. Et il y en a un qui a fait ça il y a pas longtemps en plus. Chez moi? Ouais. C'est possible, ouais. Je sais pas à qui tu toi penses. Enfin, toi, je sais pas. Oui, sauf que moi, c'était ma boîte. Je me suis pas parlé de ma boîte, frérot. Mais voilà. Mais en effet. Et en fait, le truc, c'est qu'il disait de BLG, BLG, ils sont très bien, c'est les pionniers, mais bon, c'est un peu vieillot, quoi. C'est la vieille école, tu vois, c'est ce qu'il disait. Ok. Et donc, moi, j'avais un problème parce qu'il fallait que je continue à fidéliser mes troupes. Et il fallait que je fidélise les promoteurs en leur disant non, on est HAL, tu vois, parce que les gens ils disaient un peu du mal de nous. Et donc le premier moyen qu'on s'est dit, c'est on va le faire via les réseaux sociaux. Il faut rendre fiers nos équipes, tu vois. Et moi, j'avais pas les codes des réseaux sociaux, j'avais même pas de profil perso, donc j'avais rien. Donc en fait, j'ai attrapé une boîte de com, j'ai dit il faut que vous me filmiez, il faut que je parle d'immobilier. Et alors ils m'ont montré ce qui se faisait, des mecs effondrés en chemise devant un paperboard bidon qui parlaient comme personne parle dans la vie, tu vois. Et moi j'ai dit non, je m'en bats les couilles, vous me filmez, on parle de ces sujets. Et puis à un moment j'ai allumé une clope, et puis ils m'ont pas dit qu'il fallait pas de clope, et puis j'ai pris un verre de vin et hop c'est parti, tu vois. Donc c'était pas du tout, encore une fois c'était pas une stratégie. Moi je parlais à la caméra et c'est comme ça que ça s'est fait. Et les résultats? C'est intéressant ce que tu me demandes les résultats parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a fait une conclusion à ce truc-là, c'est que soit tu es un influenceur et tu es obligé un peu de dire de la merde parce qu'il faut créer du contenu régulièrement et tu peux taper les 200, 300 000 abonnés, etc. Soit tu n'es pas un influenceur et tu veux rester un entrepreneur dans ton domaine et il n'y a pas un entrepreneur, je ne te parle pas d'Elon Musk, mais il n'y a pas un entrepreneur qui a plus de 30-35 000 abonnés. Donc on m'a demandé de faire un choix. On m'a dit, est-ce que tu veux être la Nabila de l'IMO ou est-ce que tu veux rester un entrepreneur? Et dans ce cas-là, tu auras forcément, si tu veux que ce que tu dis, ça a de la valeur, que ça soit pas du bullshit. Par exemple, je pense à Anthony Bourbon. C'est pas tant qu'il fait du bullshit, mais il est plus dans l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de... Enfin, voilà. Lui, il prend la direction influenceur. Et c'est très bien. Hein. Moi, je sais pas si c'est pas cette direction que je vais devoir prendre, tu vois. Donc, il n'y a pas de critique là-dedans. Mais aujourd'hui, les résultats, ils sont bons, quoi. Il y a des vidéos à 1 million de vues sur TikTok. Mais sur ton business, est-ce que tu arrives à le quantifier? Sur mon business, je le quantifie qu'avec le recrutement. Je vends pas via les réseaux. Ok. Je vends rien via les réseaux. J'ai aucun lead via les réseaux. C'est pas que j'en ai aucun, c'est que j'en ai, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc c'est purement une stratégie de branding. Stratégie de branding et de recrutement. Ok. Et ça, t'as des gens qui t'ont dit, ouais,
Je suis plutôt inspiré par David. Tous. Enfin, tous ceux qui rentrent chez nous, ils me connaissent par les réseaux. Ok. Donc, ils sont inspirés par moi, t'as compris. Mais ils ont vu ce que je raconte, ils aiment bien mes valeurs, et ils se disent, je préfère travailler avec ce mec. Oui, non, mais du coup, c'est juste par rapport à ta relation, toi, avec ta boîte de com. La performance, elle est compliquée à quantifier. Oui, alors maintenant ils s'en foutent puisque j'ai racheté 20% de ma boîte de com, donc du coup c'est un peu ma boîte de com maintenant. donc maintenant, on peut les citer peut-être. Ah oui, avec plaisir, je les adore. En plus, ils s'appellent Alien Agency, ils sont magnifiques, ils viennent de remporter un gros deal pour les JO. Ils font toute la créativité signalétique pour les JO. Donc dès que vous verrez un panneau, normalement il devrait être stylé parce que c'est Alien qui l'a fait. Un panneau qui dit piscine là, les Allemands vous allez à gauche. Ok. Et ça a déjà commencé parce que du coup, je crois que dans le métro, il y a déjà des. Ah, c'est pas dans le métro. Non, c'est pas dans le métro. Le métro, c'est RATP. Ok. Et eux, c'est la ville. Pour les piétons. C'est dans la ville, ouais. Parce que. Ils ont fait aussi toutes les fan zones de la Coupe du Monde de rugby. Ok. Trop bien, Alien. Je suis trop fier de vous, les gars. Bon. C'est le moment de racheter mes parts. Par exemple, Alien. Tu m'as dit que tu étais chaud pour parler chiffres. On peut parler de tout. T'as mis combien chez Alien ? 20 000 euros. La boîte faisait 80 000 euros de chiffre. Ok. Quand je l'ai prise il y a 2 ans. Et donc, du coup, excusez-moi les gars de dire ça. C'est juste, je me la raconte, mais je ne l'ai pas pris. J'ai pris 20% des parts. Okay. C'est complètement eux les patrons. Et ça valorise à combien ? Aujourd'hui ? Ouais. Non, 20 000 euros. Ça... 20 000 euros pour 20%. 20 000 euros pour 20%. Ok. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça vaut le triple. Ok. Mais je sais pas. Ok. Et tu penses qu'il y a un marché sur les chefs d'entreprise, sur la communication des chefs d'entreprise, comme tu l'as fait toi en fait ? Est-ce que ce que tu as fait toi, tu peux le revendre à d'autres, à un Vincent Bellassène qui maîtrise lui très bien son sujet, à un Bourbon Ils ont gagné beaucoup de clients avec entre guillemets grâce à moi, grâce à mes vidéos. Okay. Ils ont gagné beaucoup de clients. Mais sauf que il suffit pas d'aimer le ton. Moi, pourquoi mes vidéos, elles sont... En tout cas, pourquoi elles rencontrent le succès auprès de certains ? Parce que juste, je suis sincère et que je sais de quoi je parle. Mais c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand tu vois, par exemple, d'autres influenceurs IMO qui veulent être des influenceurs, c'est ça le but, ça reste des influenceurs. Il y a vraiment une différence entre créateur de contenu et expert. Pas expert au sens noble du terme, genre je suis un expert, c'est pas ça, mais entre créateur de contenu et le mec dans la vraie vie. Moi, j'espère que quand tu vois une de mes vidéos, quand tu vois mes posts sur LinkedIn ou sur TikTok ou je sais pas quoi, parce que je suis sur plein de réseaux, mais j'ai même pas moi-même les codes d'accès, tu vois. Normalement, j'espère que tu comprends que je suis dans le game pour de vrai. Que je paye l'URSSAF, que je paye les charges, que le matin je vais au travail, qu'il y a vraiment des salariés, Mais ça pose des questions. En fait, le format pose des questions. En fait, il est ultra intriguant. Il est ultra quali, hein. D'ailleurs. Tu peux vraiment. Merci, Alien. Alien, le format et en tout cas la forme est très très quali. Mais toi, quand on te voit avec ta clope, on se dit, mais attends, mais c'est qui ce mec ? C'est une espèce de baroudeur qui a dû... Tu vois, on te voit plus... Il y a pas longtemps, on m'a arrêté dans la rue et on m'a dit « Putain, j'y crois pas, le Gainsbourg de l'immobilier. » J'ai kiffé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est super... J'ai kiffé. Ça résume bien. Ça résume bien. Je l'ai niqué. Non, c'est pas vrai, c'est un mec, c'est pas vrai. C'était pour la blague. Donc, je vois que ça t'a pas... Non, mais je suis en couple et tout, je suis très sérieux. Voilà, donc, c'était pour la blague. Eh ben, t'as le droit de faire des blagues. T'as absolument le droit de faire des blagues. J'ai oublié le fil. J'avais il y avait quand même une dernière chose que je voulais voir avec toi. T'as bien réussi aujourd'hui. On parle de quoi là ? D'oseille ? D'argent. Est-ce que dans la pyramide de Maslow, tu te trouves assez haut ? La pyramide de Maslow, oui, mais la pyramide de Maslow, elle parle pas d'oseille. Mais en oseille, est-ce que j'ai bien réussi ? Franchement, je suis au 10e de ce que j'aimerais être. Ok. Donc non, moi vraiment, sincèrement, je considère pas avoir bien réussi. Mais tu sais, c'est tout le temps la même histoire. Moi, quand j'ai commencé, je me souviens que quand j'ai commencé, mon objectif ultime de la vie, c'était gagner 10 000 euros par mois. Je sais pas pourquoi j'avais ce chiffre. J'en ai plein qui ont ce chiffre-là. Tu vois, c'était mon but ultime. Genre à 10 000 euros, je suis bien. Tu vois, genre c'est bon quoi. C'est bon. Aujourd'hui, 10 000 euros, ça paye pas mes charges.
Ça veut dire 10 000 euros. Si je gagne 10 000 euros, ça paye pas mes charges. Donc d'abord, c'est bête. D'abord, c'est stupide. Et j'ai conscience que c'est stupide. N'empêche, je veux dire, est-ce que j'ai bien réussi? Mais frérot, mais ça dépend. Si tu donnes on parlait d'Anthony Bourbon. Si tu donnes mon salaire à Anthony Bourbon, il va pas considérer qu'il est riche. Si tu donnes mon salaire à Monsieur Martin, je sais pas moi, à Auxerre, il va considérer qu'il est riche. Tu vois, donc voilà. En revanche, là où j'ai réussi... Est-ce que t'es fier de toi? Ouais. Je suis fier de moi, je suis fier de mes filles, je suis fier de mon couple. T'arrives à les voir, tes filles? Ah, de ouf. Alors d'abord, je suis divorcé. Ok. Donc je les ai une semaine sur deux. Et quand j'ai mes filles, non, moi je fais les devoirs avec mes filles. Enfin, c'est important. Alors pas suffisamment. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a très très bien marché. Je crois qu'on les voit flouter. Ouais, qui est sortie la semaine dernière, où je disais que c'était ma plus grande source de culpabilité. C'est le cas, mais voilà, quand c'est la semaine où j'ai mes filles, je rentre à 18h30, je fais les devoirs jusqu'à 19h30, on dîne ensemble sans écran, sans rien, on fait un petit Uno, et voilà, et c'est le minimum que je peux faire. Et je pars en vacances avec mes filles tout le temps, et je prends mes filles, et voilà. Je suis très fier de la relation avec mon ex-femme, on s'entend hyper bien, j'ai des éléments de fierté, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Non, mais et pourquoi je te dis ça, c'est on va revenir en arrière au début de l'interview. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais une machine à remonter le temps? Qu'est-ce que parce que tu me disais, moi je voulais être homme d'affaires, j'ai fait 2 ans de droit, j'ai fait 2 ans d'éco. T'as un peu vadrouillé, mais bon, même si cette question, en fait, je la pose, même si pour moi tout ce qui s'est passé, c'est ce qui fait ce que t'es aujourd'hui. Et ça n'a pas trop de sens de la poser, mais aujourd'hui, il y a un petit 18-17 ans là, qui nous écoute, qui nous regarde, ou un gars qui ressort d'un BTS métier de l'immobilier et qui veut être... Alors c'est différent, il y a qu'est-ce que je ferais si j'avais 17-18 ans aujourd'hui et qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque. Alors, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? On va plus reparler du passé. Alors, là, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu avais 18 ans et que tu avais l'énergie, le time et... Du dev, que du dev. De l'informatique à gogo, savoir coder, savoir dev, tu sais, on dit dans la Bible que Dieu, à un moment, pour punir les gens, il a mis différentes langues. C'est une punition d'avoir différentes langues. Il paraît pour ceux qui croient, qu'avant tout le monde parlait le même langage et tout le monde s'entendait et se comprenait. Je crois que c'était après le veau d'or, mais je suis pas sûr de ce que je raconte, tu vois. Mais en tout cas, une des punitions, ça a été maintenant vous allez avoir chacun des langues et vous allez galérer, quoi, tu vois, à vous comprendre. Aujourd'hui, le dev, c'est une langue internationale, enfin, c'est la langue mondiale. Et donc, le conseil que je donne à tous les jeunes, c'est, quand je dis le dev, t'as compris, c'est le monde informatique, mais pas Excel. Le monde de savoir traduire ton idée, avec Internet, avec l'informatique, ça serait vraiment ça le conseil. Une fois que tu gères ça, tu sais tout gérer. T'as plus besoin de personne. Et moi, ce que j'aurais fait avant, j'aurais fait de la compta. Pourquoi de la compta? Parce qu'en fait, je me suis aperçu à travers mon expérience que les entrepreneurs, on a beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que on voit une situation donnée et on la ressent, et en fonction de comment on la ressent, on arbitre, on prend des décisions. Mmh. Et en France, en tout cas, parce que j'ai une boîte aux États-Unis aussi où c'est complètement différent. En France, on fait beaucoup de l'émotion, mais on ne gère pas assez en fonction des KPI, des outils de performance précis. Et les outils de performance précis, ils te permettent le mieux possible de voir ce qui se passe dans ta boîte. Je te donne un exemple. T'arrives au bureau le vendredi matin, il n'y a personne au bureau, t'es vénère, t'as l'impression que tout va pas bien, etc. Tu vois une nana le vendredi matin au bureau qui est là de 9h à 18h, a priori, c'est elle qui travaille bien. Et tu considères qu'elle n'a pas besoin, par exemple, de formation ou de trucs comme ça. Mais en vérité, ça, c'est juste ton ressenti. Ce qui va te donner la vraie réponse de est-ce que ta boîte va bien ? C'est les indicateurs de performance, pas les chiffres, pas ton chiffre d'affaires, l'indicateur de performance, le taux de transformation,
la marge brute, le taux d'annulation par commercial, Ouais, mais ça, sur les fonctions support, tu fais comment ? Parce que ça, c'est facile sur du commercial. T'as ton CRM, t'as support, tes... je sais pas, prends-moi une fonction support, par exemple la formation. Ouais. Bah, la formation, moi, tous mes commerciaux, ils ont une note de 1 à 5. Encore une fois, c'est pas une note de... C'est pas dans le but de les virer, c'est une note de augmenter la performance. Oui, où est-ce qu'on en est ? Ok. On les teste via des mails et des coups de fil mystère. Bah voilà, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai 13 mecs qui sont niveau 2, donc c'est pas bon. 5 c'est le mieux, tu vois. 13 c'est niveau 2. Si dans 3 mois ils sont pas niveau 4, je sais que j'ai un problème avec ma formatrice. Ok. Tu piges ou c'est pas hyper clair ? Mais non, ce que je pige très très bien. Mais du coup, pourquoi la compta ? Parce que je pense que, enfin, d'abord, je te dis ça parce que moi, c'est selon moi là où je suis le moins bon. Ok, c'est ce qui te manque aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis pour moi. Maintenant, pour un jeune aujourd'hui qui nous écoute, j'apprendrai le langage informatique parce que, alors c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais je le pense véritablement. Tout passe par ça, tout. Il n'y a pas une chose aujourd'hui. Mais alors, ce serait quoi le cursus parfait ? Il fait 2 ans de dev. Il fait 1 an de compta pour savoir lire un bilan. C'est terminé, frère. Et on lui apprend pas à vendre ? Non, mais ça n'existe plus les vendeurs, frérot. Alors vraiment, je le pense vraiment. Parce que c'est ta zone de génie et que toi, tu te rends pas compte de... Non. Alors, je vais te dire ce qui se passe aujourd'hui, le merveilleux... Mais attends, pour toi, c'est qui le meilleur vendeur du monde ? Pour moi, le meilleur vendeur du monde, ça a été le fondateur d'Apple, tu vois. Pour moi, c'est lui qui a été le plus chaud du monde à nous vendre des portables à plus de 1000 euros. Ok, je suis complètement d'accord. Mais aujourd'hui, être le meilleur vendeur du monde, c'est avoir un bon produit. Ok, c'est vrai. Et donc, avoir un bon produit, c'est savoir combien tu marges, savoir ce que veulent les gens, etc. Et voilà, c'est ça. Le vendeur de voitures à l'ancienne ou le vendeur d'immobilier à l'ancienne, il n'existe plus. Moi, aujourd'hui, quand je n'apprends pas à mes gens, à mes gars, je leur apprends pas à vendre, je leur apprends à trouver la meilleure offre. Okay. Aujourd'hui, l'info et tout le monde a accès à l'information. Donc aujourd'hui, le bon vendeur qui a du bagou, il va peut-être réussir 1 fois, 2 fois, mais tu fais pas un business sur ça. Tu fais un business sur une offre. Ok. Et donc c'est pour ça que je te dis qu'il a besoin de rien, quoi. Le mec connaît la compta, connaît le dev, parce qu'aujourd'hui le dev c'est le moyen de s'exprimer, mais disons qu'il connaît la compta et il connaît les gens. Alors connaître les gens, c'est être curieux dans la vie. T'as besoin de rien. Ok. Voilà. Ça marche au souk à Marrakech d'être bon vendeur. C'est pas du tout un truc genre péjoratif quand je dis ça. C'est pour tu fais pas un business là-dessus. Ok. Et est-ce que j'ai oublié de te poser une question, David Broman ? Je sais pas. Tu m'appelles David Broman là, t'es sérieux ? Ça veut dire genre non, mais on est plus copains du tout. Non, mais si, okay. On est totalement copains. Ok. Mais est-ce que il y a quelque chose que tu aurais aimé partager maintenant que tu connais un peu plus le mindset de ce podcast et en fait on parle de toi hein, et en bienveillance, toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter à la commu ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? En gros, je te laisse réfléchir, hein, tu peux prendre ton temps. Mais c'est un truc qui n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler. Ça m'intéresse. Je pense que notre monde court à sa perte à cause notamment des réseaux sociaux, à cause des GAFA, où il faut comprendre que les GAFA, c'est une boîte et que vous êtes leurs clients. Et donc, j'aimerais vraiment que l'ensemble des gens fassent attention à ce qu'ils voient à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois un peu partout, et qu'ils comprennent que l'info qui arrive sur leur écran, c'est l'info qu'ils ont demandé eux. C'est pas la vraie info, c'est l'info qu'ils ont demandé eux. C'est-à-dire que quand tu vas 3 fois sur un site de MMA, la top news qui arrive, c'est que machin, il a gagné tel combat. Mais c'est parce que c'est toi qui l'as demandé, cette info. Et je pense que c'est très important parce que, alors on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé politique, mais aujourd'hui il y a des guerres de partout, on se déshumanise complètement et je pense vraiment qu'on se déshumanise parce qu'on mange l'info qu'on demande et on n'a pas de recul sur les choses. Voilà, alors je suis désolé, ça parle pas d'immobilier, ça parle pas d'entrepreneuriat, mais mais pour moi c'est le mal le plus important du moment, tu vois. T'es addict à ton téléphone ? Ah non, pas du tout. En plus, j'ai un truc de... Je peux pas utiliser plus d'1 heure par jour. Pas mon téléphone. Oui. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux.
Ok. Non, je suis pas. Ah non, pas du tout. Je suis pas addict. En revanche, je vois. Tu sais, c'est une chance incroyable d'avoir plein de collaborateurs. Parce qu'en fait, tu vois la France, quoi. Tu vois la vie, tu vois. Et je vois à quel point nous sommes dirigés. Véritablement, tu vois. Qu'on est dirigés et qu'on est déshumanisés. Et ça me tue. Tu vois, moi, par exemple, dans ma boîte, il y a des Juifs, il y a des Arabes. Il y a un conflit en ce moment qui se passe. Et je m'aperçois que les gens sont déshumanisés parce que. Ça crée des tensions ? Franchement, j'ai pas trop laissé le choix. J'ai ordonné qu'il n'y ait pas de tension. C'est un peu con de dire ça, mais ça marche quand tu ordonnes qu'il n'y ait pas de tension. Mais surtout, ce que je vois, c'est que. Mais dans tout, même dans les mecs qui achètent des formations en immobilier à 500 balles à un mec qui n'a jamais rien fait, tu vois. Il y a un manque de connaissances, mais on ne cherche pas la connaissance parce qu'on nous donne de l'information qui nous fait croire qu'on connaît. Et il y a un vrai manque de connaissances, tu vois. Genre, mais je pense vraiment que c'est ce qui va mener à mal l'humanité, quoi. Ça veut dire, comme les dinosaures, on va disparaître à cause de ce truc-là. C'est-à-dire que les gens ne cherchent plus la vérité, ils cherchent à s'abreuver de la vérité qui leur fait plaisir. Et c'est une cata, quoi. Vraiment, je le pense vraiment. D'ailleurs, LinkedIn, c'est un merveilleux exemple. Tu m'as contacté via LinkedIn. LinkedIn, c'est un merveilleux exemple. C'est le monde est complètement fou. Ça veut dire que les entrepreneurs qui sont le plus suivis sur LinkedIn, qui ont le plus de likes, le plus de commentaires, sont les entrepreneurs qui ne représentent rien dans leur industrie. C'est juste qu'ils passent donc plus de temps sur LinkedIn, donc ils ont plus de trucs, mais ils représentent rien. C'est pas grave, il y a même pas de critique là-dedans, ce que je veux dire, mais c'est que si tu veux t'intéresser, j'en sais rien moi, à l'immobilier, tu vas taper influenceur immobilier sur LinkedIn, le type sur lequel tu vas tomber qui est numéro 1 LinkedIn, bah, il a peut-être une agence de 3 personnes, ça veut pas dire qu'il est pas valable. Ça veut dire que c'est pas la vie, c'est pas la réalité. Quand je vois des mecs comme je sais pas, je m'étais juré, j'ai dit que je disais plus de nom. Non, mais en plus, j'ai plus envie de... Enfin, voilà. Mais je vois des mecs sur Insta, par exemple, qui vendent des formations pour acheter des immeubles de rapport à 12% de renta, qui nous disent, voilà, là, je vais t'apprendre en une formation à trouver des immeubles de rapport à 12% de renta. Pas une seule fois, les gens se sont posé la question de, mais pourquoi me vendre des formations à 400 € si tu me vends une formation pour être marchand de biens et de gagner par mois 100 000 € sur chaque opération? Enfin, tu comprends, ça n'a pas de sens. Mais les gens se posent pas la question, ils disent « Ah putain, t'as vu, il a une Rolex sur ça, je vais l'acheter la formation. » Mais c'est grave. Je crois sincèrement qu'il y a 20 ans, ça n'aurait pas fonctionné. Ok. Et allez, une petite note d'espoir quand même avant de conclure, David. Est-ce que tu vois quelque chose là, une note d'espoir? Est-ce que tes filles, elles t'ont sorti un truc incroyable? Tu te dis, putain, cette génération, elle est incroyable. Non, mais note d'espoir. Non, mais attends, d'abord, moi, je suis pas pessimiste. Hein. J'ai des notes d'espoir de fou. Alors, j'ai des notes d'espoir politique que je vois. Et en termes de business, ouais, il y a des notes d'espoir. On a eu une info hier ou avant-hier, je crois, que le nombre de millionnaires en France avait augmenté de plus de je sais plus combien. Bah, c'est bon, les gars, c'est fini la crise. Let's go, tu vois. Genre, vraiment, c'est pour le business. Enfin, qui aurait pensé qu'il y a plus de millionnaires en France aujourd'hui, tu vois? Oui, bah, après, c'est pas non plus forcément un chiffre ultra pertinent. C'est la répartition qui est importante. Alors, le nombre de mecs blindés, je suis pas sûr. Alors, à moins que tu me parles de la théorie du ruissellement. Non. Alors, que ça soit la répartition qui sont importantes, complètement. Mais à partir du moment où on les déclare en France, les millionnaires, c'est que généralement, ils ont une activité en France. Oui. C'est juste ça. Moi, je me réjouis pas du mec qui est passé millionnaire en me disant il va changer ma vie. Mais s'il le déclare en France, il n'y a pas de millionnaires, enfin un peu de millionnaires salariés, tu vois, donc c'est des millionnaires entrepreneurs déclarés en France, donc normalement c'est signe d'une économie qui va reprendre. Il y a, enfin, mec, tu vas en Birmanie, il y a pas ces millionnaires. Non. Tu vois, c'est lié normalement. Normalement, c'est lié. C'est juste c'est un step. Ça veut dire le mec qui a gagné des millions là, tout d'un coup avec sa boîte. Normalement, dans sa boîte, les salariés vont être plus épanouis, les gens vont être plus épanouis, il va offrir une meilleure offre à ses clients. Enfin, je pense, quoi. Tu cherches du monde?
Ah, je charge grave du monde, tout le temps. Je charge grave du monde. Ils visitent quoi, du coup ? Ils vont sur quel site ? Ils vont soit sur mon site, Bromanenka, soit sur les réseaux sociaux. On est très OP, donc normalement tu fais une demande, tu seras rappelé par notre recruteuse. Comment elle s'appelle ? Il y en a deux, elle s'appelle Cindy et Nadège. Salut Cindy et Nadège. Salut Cindy et Nadège. On va vous envoyer du taf du coup. Franchement, ça serait trop bien, et on cherche en priorité sur Marseille en ce moment, parce que du coup, on va ouvrir un vrai bureau, un autre siège headquarter, tu vois, du sud à Marseille. Okay. Et donc, ma priorité là, c'est de renforcer Marseille à fond, mais on recrute sur toute la France, et là, on va même intégrer en formation. Donc, si ça se trouve, il va pas finir la formation, mais un type à La Réunion. Mortel. Son chef d'équipe est très content de devoir aller le voir de temps en temps. Ouais. Voilà. Il y aura des notes de frais qui vont tomber. Ah, c'est sûr. Merci David, merci infiniment pour ton temps. Franchement, avec plaisir, c'était trop cool. Ça t'a plu ? De ouf. Bah, écoute, est-ce que je puais ou pas ? Non, parce que moi j'avais la tu sais, je suis genre de la boxe, tu m'as vu, je t'ai accueilli en débardeur, oui. Et je t'ai dit bah j'arrive, mais t'as pas entendu l'eau. J'ai pas entendu de douche. Non, j'ai pas entendu de douche. J'ai mis un t-shirt, mec. Okay. J'ai mis un t-shirt. Et non, t'inquiète. Non, j'ai pas senti. Non, je suis. Tu m'envoies ravi. Merci à tous les amis. Comme vous le savez, hein, évidemment, vous connaissez le motto. Si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire, un petit like. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, les amis, les étoiles, c'est très important. Et David, bah écoute, on se revoit bientôt dans le jacuzzi. Et le 4 juillet, t'as dit que tu sortais le truc. On le sort le 4 juillet, cet épisode, ou ce week-end, si j'arrive à le sortir avant. Mais voilà, si on le sort avant ou le 4 juillet, ce sera l'anniversaire de David. À ce moment-là, on fera la teuf là sur son balcon qui a l'air incroyable. Et t'as dit balcon, t'es un vrai bâtard. Sur sa terrasse. Merci beaucoup. Sur cette terrasse qui a l'air incroyable. C'est moche. Merci à tous. Je vais appuyer sur le bouton REC. Je te laisse le dernier mot. Le REC ? Non, Derek. Il s'appelle. Ah, ok, tu vas l'éteindre. Le dernier mot. Un mot. Un mot ? Un mot. Bromanenka.